Combien de temps va-t-on encore accepter? Combien de temps encore va-t-on accepter que la caste médiatique au pouvoir façonne les élections, les opinions? Laissons aux politiques la critique des désistements, des impréparations, de la démocratie confisquée ou le procès en non-représentativité de l'Assemblée. La première grande conclusion de l'épisode électoral passé est que la caste médiatique a œuvré pour instrumentaliser le vote des Français. De toutes ses forces et par tous les moyens, le parti des médias, quelques exceptions notables, a fait le boulot pour sauver le système en place. L'évidence est donc sous nos yeux. Le préalable à tout changement en profondeur de ces méthodes totalitaires est le renforcement de la presse libre et indépendante, la presse alternative dont TV Liberté, TVL est le vaisseau amiral. TVL parle déjà à des millions de Français en France. Il faut dorénavant que TVL soit entendu par des dizaines de millions de Français. TVL n'aura jamais l'argent de l'État, des banques ou des puissants. Il faut donc que TVL puise sa force auprès des téléspectateurs, devenus donateurs et membres d'une communauté solide, soudée, combative, les amis de TV Liberté. TVL doit donc franchir dans les mois et les années à venir des étapes nouvelles pour que tout change enfin. Défaire le parti des médias n'est pas un vain mot ou un souhait illusoire. Nous avons la possibilité de réduire son action néfaste et nuisible à une seule condition, votre soutien. Ce soutien n'est pas pour les mois ou les années à venir, lui, il est pour maintenant, car c'est maintenant que nous essayons, et non sans inquiétude, de boucler notre budget pour que dès septembre, nous soyons au rendez-vous. Alors, ensemble, poursuivons ce chemin pour se libérer des chaînes. Chers amis, chers habitués de nos conversations, qui, je le dis une fois encore, sont des conversations, ce ne sont pas des interviews, donc la parole est très libre. Nous allons suivre aujourd'hui le parcours d'un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, jeune encore, relativement jeune, François Bousquet, un des piliers de ce qu'on appelle la nouvelle droite, et notamment rédacteur en chef ou directeur de la rédaction de la revue Éléments. Grand exégète de l'œuvre ardue et abondante, notamment d'Alain de Benoît. Son parcours est passionnant et je suis heureux de cette conversation parce que, comme je crois l'avoir dit, mais il vaut mieux le répéter, je récuse, comme le faisait Patrick Buisson, dont nous allons parler avec François Bousquet, je récuse la stupide trilogie, typologie des trois droites, la droite légitimiste, la droite orléaniste et la droite bonapartiste, de René Raymond. René Raymond a l'air de penser que la droite bonapartiste est une droite, or c'est un centre, un syncrétisme. La droite orléaniste aussi, c'est un syncrétisme. Et il y a principalement dans sa trilogie la droite légitimiste incarnée, celle qui est un peu la nôtre au nouveau conservateur, celle qui a été très instruite au XXe siècle par l'Action française et le gaullisme. Mais il y a d'autres droites. Il y a la droite européenne, qui est moins chrétienne que la précédente, qui est moins nationale que la précédente. Et puis il y a la droite américaine qui gagne du terrain parce qu'elle a les faveurs des médias et elle est très financée. Inutile de mettre des noms, chacun va les retrouver. Il importe qu'il y ait un lien étroit, à mon avis, entre les deux autres droites, la droite européenne et la droite nationale, si on peut dire, notamment face à la droite américaine. Et il importe donc que nous écoutions, nous autres, aux nouveaux conservateurs, et réciproquement,
les principales figures de ces deux droites, qui ne sont d'ailleurs pas hermétiques, et qui ont tous les cas en commun, qui sont avec beaucoup de porosité entre elles bien sûr, et notamment chez François Bousquet, comme vous allez le voir. Et en tous les cas, elles ont quelque chose en commun, c'est qu'elles ne désespèrent pas de l'archaïque, c'est-à-dire du fondement de nos civilisations, la civilisation française, les civilisations européennes, ou la civilisation européenne. Et vous allez le voir, François Bousquet croit, comme nous croyons aussi, que même si on a l'impression qu'après la fin d'un monde, comme dit toujours Patrick Buisson, ce sera la fin du monde, nous pensons qu'il y a des résurgences archaïques et qu'elles sont toujours possibles. Alors François Bousquet, bonjour ou bonsoir. Bonsoir Paul-Marie. Bien entendu, je suis ravi de vous voir. Il y a longtemps que je voulais que vous soyez une de mes victimes. Avec plaisir. Vos parents sont nés l'un et l'autre dans le Rouergue. Voilà, ouais. Étaient paysans dans le Rouergue. Mon père est et ils paysan. sont partis justement de cette vague de l'exode rural dans les années 50-60. Ils s'installent à Paris. Vous êtes né à Paris, vous. Moi, je suis né à Paris. Mais vos deux parents sont nés dans le Rouergue. Mon père est paysan jusqu'à 25 ans et il sera cotisant. Même 25 ans. Oui, il sera cotisant à la mutuelle agricole jusqu'à sa retraite. Et ma mère, mon père était fermier. Là encore, c'est des paradoxes. Hein. C'était un fermier, il y avait de l'argent. Et ma mère était paysanne, propriétaire par ses parents. C'était 3 sœurs sur un petit lopin de terre. Ils auraient pu rester. Non, parce qu'il y avait 5 hectares. Hein. C'est pas assez. Donc on était sur un modèle agricole qui touchait néanmoins ses limites. Hein. L'appel de la ville, hein, l'appel du progrès. Là encore, les jeunes générations ne se rendent pas compte. Hein. Mais les commodités. Moi, chez mes grands-parents, où je passais toutes mes vacances, il n'y avait pas de toilette. Hein. On allait faire ses besoins dans la cour, dans le jardin, avec les chèvres. Au fond du jardin. Oui. Au fond du jardin. Il y avait le pot dans la chambre. Il n'y avait pas d'eau. L'eau courante, chez mes grands-parents maternels, il n'y avait pas d'eau courante. Hein. Où était-ce dans le Rouergue? C'est vers Rodez, je crois. Alors, il y a près de Rodez pour mes grands-parents paternels, et maternels, c'est la commune de Moïrazès, qui n'est pas très loin de Rodez. Il y a une douzaine. Comment ça s'appelle? Moïrazès, mais c'est des petits villages et des petits lieux-dits, ce sont des petites communes. Hein. Toujours autour de Rodez? Toujours autour de Rodez. L'Aveyron est un département enclavé, très enclavé. Très grand département, très... Mais c'est un des plus enclavés parce que le paradoxe, c'est la Révolution n'a pas cassé l'Aveyron. Les frontières du Rouergue, donc la région d'Ancien Régime, recoupent les nouvelles frontières de la Révolution. Donc c'est un monde agricole. C'est le cas du Quercy voisin et du Lot. Hein. Voilà, donc c'est des vallées encaissées et des plateaux. Quand on monte vers le nord de l'Aveyron, c'est les contreforts, c'est l'Aubrac. Il faut dire que c'est parmi les plus beaux endroits de France. Oui, c'est des endroits ravissants, simplement pauvres. À l'époque, pauvres. Hein. Donc les paysans, on assiste à une hémorragie agricole. Hein. Vont en ville, vont à Paris, et du reste, à Paris, il y a une communauté aveyronnaise qui a fait mainmise sur la limonade, ce qu'on appelait autrefois la limonade, hein, et qui conserve aujourd'hui les plus beaux restaurants et les plus belles brasseries de Paris. Vous portez une veste rouergaise, non, un peu? Voilà, oui, c'est en hommage, c'est une veste de Maquignon, sauf que les Maquignons, c'était une blouse. Hein. En Aveyron, il y a un des plus grands marchés de bestiaux de France, le marché de Lessac. Hein. Et dans ma jeunesse, quand j'y allais avec mes cousins et mes oncles, hein, les Maquignons avaient des vestes noires en moleskine, désormais portées par LFI et Mélenchon, ce que je regrette. Hein. Mais autrefois, c'était l'habit du paysan, du marchand de bestiaux. Et mon père se fournissait de sa blouse chez Jeannot Loup Paysan. Alors vous n'avez absolument rien gardé dans le Rouergue, famille? Non, mais, vos grands-parents, le premier modèle, c'est la figure du père. Hein. Le modèle le plus déterminant, en tout cas chez moi. Et mon père était à la fois petit bourgeois, fils de paysan, et lui-même petit travailleur indépendant. Je l'ai toujours vu en blouse noire tout au long de ma vie, jusqu'à sa retraite, c'est-à-dire jusqu'à 75 ans. La blouse que vous portez, ce n'est pas une blouse de votre père? Non, c'est une veste, hein, mais mon père, c'était une blouse noire. Et donc, c'est le modèle qui... c'était la gloire de mon père, si vous voulez. Donc, la gloire de mon père s'habillait en moleskine, en blouse moleskine noire. Et vos parents décident de monter à Paris. Voilà. Et vous naissez à Paris quelques années plus tard. Et je nais à Paris en 68, en juin, juste après les événements. Et la bascule du monde, mais qui avait été enclenchée beaucoup plus tôt. Mais avec... Alors, quand même, d'abord, chez vous, une nostalgie de la campagne, puisque vous vivez dans un village de Lyon.
Mais c'est un village sans paysans. Enfin, si, il y en a 2, mais ce sont des céréaliers. Et là, c'est une nouvelle agriculture qui a pris le relais. Alors, ce sont de superbes travailleurs. La question n'est pas là, mais on est sur l'exploitation de 400 hectares, 500 hectares. Pour nous, moi, quand j'ai passé mes vacances en Aveyron, c'était inconcevable. On était sur 10, 15 hectares. Les gros paysans avaient 50 vaches. Qu'est-ce qui vous a pris de vous, Parisiens, finalement, avec des origines rouerguaises, pour la proximité. de partir dans Lyon. La France. Puis votre femme, je crois aussi, est contente de vivre Oui, mais on n'est pas sorti hors de Paris. On n'est pas sorti du bouquin, vous savez, d'après-guerre, Paris, le désert français. Moi, je pense que c'est vraiment le malheur français vient de là, pour reprendre l'expression de Gaucher. Paris a tout absorbé. Donc moi, si je veux avoir du travail, il faut que je ne sois pas trop loin de Paris. Il a surtout absorbé, et j'incrimine beaucoup la Révolution, pardon, il a beaucoup absorbé, surtout Paris, la paysannerie, qui était un des 3 piliers dans mon esprit. Il y avait Dieu, le roi et les paysans. C'est ça qui ont fait la France pour moi. Et la République a bousillé les 3 dans mon esprit. Vous voyez, mais pour vous conforter, pour recouper ce que vous dites, c'est toutes les grandes révoltes populaires étaient portées par ce qu'on appelait l'église, le curé du village, le château et la ferme. Et oui, ça c'est ça. C'était assez transclassiste. Et on a vu ça d'ailleurs, vous savez quand? Pendant l'affaire des Gilets jaunes. J'étais en Charente. Il y avait des paysans, la petite bourgeoisie rurale, mais enfin ils avaient tous des emplois qui à Angoulême, de petite bourgeoisie, celle qui fait vivre la France, comme vous l'avez rappelé. Ce qui est fascinant avec les Gilets jaunes, c'est que ça s'inscrit dans une histoire au temps long, très très long. Ça ressemble étonnamment aux révoltes d'Ancien Régime. C'est un continent colossal, la révolte sous l'Ancien Régime. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Elles ont toutes pour particularité qu'elles échouent systématiquement, comme les Gilets jaunes. Point commun entre l'un et l'autre. Et elles aussi réunissaient les 3 ordres, le tiers-état, le clergé et le château, puisqu'on les retrouvait tous les 3 liés, pas contre le roi, parce que le roi était une figure épargnée, une figure sainte. C'est le protecteur de la nation, et des pauvres et des faibles contre les corps intermédiaires, les grands féodaux par exemple. Mais pas seulement. Mais aussi les agents du fisc. Les agents du fisc qui n'étaient jamais que l'émanation du pouvoir royal, ou des fermiers généraux, que sais-je. Donc on retrouve, c'est fascinant de voir la continuité de la révolte. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, la continuité de l'histoire française. J'aimerais écrire une contre-histoire de France. Depuis les voyages de Strabon, depuis la guerre des Gaules. En mettant en exergue les continuités. C'est un peu ce qu'a fait Jacques Mainville, mais sur la strate politique. Avec une vision politique, diplomatique, géopolitique. Là, moi, je voudrais rentrer plutôt à la Buisson, justement. Histoire des comportements, histoire des mentalités. C'est vraiment fascinant de voir la continuité de l'histoire de France. Et ce qui est fascinant... C'est un des rares, c'est vraiment arrêté, je trouve, un des rares, qui est à la fois un grand historien et un grand littéraire. C'est assez rare, la réunion des deux, c'est Taine. Taine a des passages dans son La Fontaine phénoménal sur ce qu'il appelle l'esprit gaulois. Il dit que c'est le réservoir primitif, et qui est vieux de 2000 ans. Et il montre une continuité, alors peut-être qu'elle est en train de s'interrompre et de s'assécher, mais je crois qu'il y a vraiment une contre-histoire à faire, et qui n'a pas vraiment été faite. Et la grande rupture dont nous parlions, c'est pas la fin de ce monde-là. Parce que les continuités, on les perd. Mais je pense un peu partout. C'est affreux. Ou peut-être pas. La question est de savoir si on peut parier sur l'archaïque et si le fil disparaît sous terre, le fil d'eau disparaît sous terre, mais vous savez... il devient une source un peu plus tard. C'est toujours possible. Il faut le souhaiter. Alors, en fait, c'est la grande question. Il ne faut pas se laisser peut-être dominer. Parce qu'on est le nez dessus. Oui, exact. Parce que si ça a survécu aussi longtemps, parce que vraiment les premiers voyageurs grecs, c'est des géographes grecs. Leur témoignage a été recueilli. Ça nous ramène au premier siècle. Sur les Gaulois. Un siècle quasiment avant notre ère. On est vraiment frappé par la permanence des tempéraments. C'est-à-dire que les stéréotypes d'Astérix revus par Goscinny ne sont pas des stéréotypes. C'est vrai. On les retrouve chez Strabon, chez César. L'Hercule gaulois qui se distingue de l'Hercule grec. Pourquoi ? Parce qu'il conjugue à la fois la force, mais également l'éloquence. Les passages de Caton l'Ancien sur les Gaulois, c'est... Vraiment, il y a une permanence. Et ce que Taine dit, c'est que ce qui distingue les Gaulois, on le voit au XIIe siècle. On est le seul peuple à avoir vraiment, avec les Flamands, à la limite les Alsaciens, mais parce que c'est des régions bordures, à avoir des fabliaux et
Et les pays du Nord aussi. Les pays du Nord, non. Les pays du Nord, ils ont des grandes sagas. C'est ce que dit Taine. Hein. Ils ont Les Scandinaves. Les Scandinaves ont des sagas. Les Allemands, les Tudesques et les Germains ont de magnifiques. Hein. Quelle différence faites-vous entre l'un et l'autre? Ah, nous, c'est ce que dit Taine, c'est les fabliaux. C'est la farce de Maître Patelin. C'est ce que dit Taine, il dit qu'est-ce qui émerge en France? Ça va vous surprendre et peut-être vous irriter, Paul-Marie. Qu'est-ce qu'on voit émerger? C'est la classe paysanne et les roturiers. C'est eux qui inventent la littérature. Même Chrétien de Troyes, dit-il, Pourquoi ça mérite? et Chrétien de Troyes, ce qui est, oui, c'est le légendaire celte, hein, évidemment. Mais la cour hein, dont parle Chrétien de Troyes, c'est la cour de Champagne. Oui, c'est des cours. Donc, simplement, moi j'aimerais bien, c'est une obsession chez moi, d'écrire cette contre-histoire, parce que c'est toujours Paris, Versailles, Philippe le Bel, les légistes, etc. Oui, évidemment, c'est aussi ça la France, mais ça c'est la France vue quasiment depuis un bateau-mouche. Hein. C'est Paris. C'est Paris avec les grands monuments, etc., les grands musées. Non, il y a également une autre histoire de France, hein, souterraine, hein, qui va alimenter... Rurale, petite bourgeoise, épicière, boutiquière. Hein. C'est la France artisanale. C'est la France. Oui, c'est la France qui a la culture de la contestation, les émotions populaires dont je parlais. On les voit du XIIe, XIIIe siècle jusqu'aux Gilets jaunes. Hein. Les corporations. Aussi. Les corporations. Donc c'est une autre France hein, qui s'inscrit vraiment dans le temps très très long. Mais François Bousquet, vous pouvez très bien, vous avez le temps, vous avez une cinquantaine d'années. Ah non, mais ça viendra. Non, mais vous avez le temps de faire cet énorme travail. Le problème, alors laissez-moi dire cela, pour vous présenter, bien que tout le monde vous connaisse, vous êtes un peu de tout. Vous êtes journaliste, directeur d'Éléments, grande revue sur laquelle nous reviendrons. Vous prêtez la main à quelques films à l'occasion, vous avez fondé une librairie, vous avez beaucoup œuvré dans une autre librairie, la librairie d'Âge d'Homme, avec Vladimir Dimitrievitch, nous y reviendrons. Et puis, vous êtes aussi essayiste, nous y reviendrons aussi. Mais donc, vous n'avez certainement pas beaucoup de temps, mais assez peut-être pour écrire cette grande histoire des continuités sociales de la France. J'espère. Alors, il faut du temps, il faut beaucoup de lecture, en effet. C'est beaucoup de lecture, énormément de... Il faut passer beaucoup de temps en bibliothèque. Hein. Vous ne pas impressionné, parce qu'après, on n'entre pas les grands travaux quand il rentre au travail. Toute prétention mise à part, simplement, c'est le petit bourgeois en moi, le lecteur de Louis-Ferdinand Céline, qui se sent un peu frustré par l'histoire officielle. Hein. Je pense qu'il y a aussi une contre-histoire, qu'il y a une histoire off, une histoire populaire, hein, qui a été faite, hein, mais qui a été faite dans des périodes très courtes. Hein. Pas dans ce fil de... Parce que les historiens aujourd'hui détestent, hein, parce qu'il y a une présomption de xénophobie. Détestent ce qui d'élitisme un peu. Et d'élitisme, détestent ce qu'on a pu appeler par le passé la psychologie des peuples. Hein. Parce qu'il n'y a pas de psychologie des peuples, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas, voilà, Gustave Le Bon et d'autres, hein, il y a ça en France, en Allemagne. Ni l'existence de l'âme d'un peuple, l'âme d'un peuple, l'identité même, le mot les fait frémir. Voilà, il y a forcément des identités au pluriel, pas une entité au singulier. Donc c'est un monde que l'histoire, en tout cas l'histoire officielle, l'histoire académique, hein, déserte depuis un demi-siècle. Propre à la France alors. Oh, je pense propre à l'Occident, propre à l'Europe, mais aussi à l'Europe élargie, hein, Occident inclus, États-Unis. Ça va de Vancouver jusqu'à Vladivostok, l'Occident. C'est quoi Non, les pays d'Occident. J'ai jamais compris ce qu'on mettait sous le nom d'Occident. Non, parce que ça inclut le Canada, les États-Unis, la Russie. Voilà, non, hors Russie. Ça inclut les États-Unis, mais pas la Russie. Non, donc ça n'a plus rien à voir avec l'Europe. Non, c'est pour montrer que c'est une maladie qui n'affecte pas que l'Europe. Hein. Si elle n'affectait que l'Europe, ce serait inquiétant pour nous, bien sûr, hein. Mais que pour nous. C'est une maladie qui affecte l'espace occidental, c'est-à-dire les pays de l'OCDE, en gros. Parce que pèse sur eux ce que Renaud Camus a appelé la seconde carrière d'Adolf Hitler. Hein. C'est-à-dire que Hitler est beaucoup plus important dans nos consciences, mort que vivant. C'est un astre noir qui commande nos comportements et nous interdit. Et on ne s'approche pas sans terreur de la psychologie des peuples. Hein. Alors la France que j'évoque, hein, c'est c'est la France qui est évoquée par César dans la guerre des Gaules, par Strabon et d'autres voyageurs grecs dont les noms m'échappent. Hein. C'est une France qui ressemble étonnamment à celle d'Astérix et d'Obélix, hein, qui est intrépide, qui est inconséquente, un peu guerrière, qui est guerrière, un peu naïve, qui est naïve. Hein. Et ce sont des traits que vous retrouvez dans donc précisément les fabliaux, la littérature des fabliaux. Maître Renard, Goupil le Renard, hein, il est malin, c'est plutôt paillard, hein, c'est plutôt gaillard. Hein. Les hommes sont régulièrement cocus.
C'est pas qu'on est assez loin de De Gaulle, de Péguy, de Bernanos. Hein. Les femmes ont de belles poitrines. Les curés, souvent ils couchent. Hein, Oui. donc on les aime, on les préfère comme ça. on les préfère comme ça. Oui. On les préfère comme ça. En tout cas pour ce qui me concerne. Hein. Donc c'est un monde. On le retrouve chez Montaigne. Hein. Montaigne parle de la gaieté française hein, en français moyen, pour la gaieté. Quand Nietzsche fait le gai savoir, c'est Montaigne. Hein. Mais on retrouve la même chose chez Montesquieu. Vous le retrouvez dans le roman comique de Scarron. Moi, un de mes auteurs fétiches, dont je pense qu'il incarne le génie français, c'est Molière. Hein. On le retrouve chez Molière. Hein. C'est un scepticisme Ce qui est enjoué. formidable, c'est votre retour sur Astérix, parce que ce sont d'abord des résistants, justement. Qu'est-ce que c'est Astérix et le village gaulois? Oui, Qui est des d'ailleurs résistants. dans le nord de la Bretagne, du côté de Lannion, quelque chose Oui, comme ça. et puis inventé par un juif polonais. Eh oui. C'est- Avec l'intuition, quoi. parce qu'il est nourri de latin. Oui. Parce qu'il a eu la guerre des Gaules, parce que C'est ça dans les années 60, justement, où c'est- la France redevient gauloise, un peu. Voilà, et puis c'est la France encore de Gaulle, ça c'est très marrant, c'est très Oui. curieux cette coexistence Conjonction. de deux France, hein. Conjonction. Celle de 68 que nous Mais- évoquions, et celle encore De de la Gaule qui persiste. ouais. Vous évoquez Astérix et Obélix, l'inséparable couple, en disant que ce sont des guerriers, parce qu'il y a aussi autre chose. Paillard, bon vivant, mais rusé, mais très bon guerrier. Oui, Au point que ces Gaulois vont jusqu'à détruire Rome en grande partie, enfin le saccager, Oui, au IIIe siècle, je crois. ouais. Tant de Brennus. Hein. Ben oui, c'est Et du toujours... beau. reste, la grande peur romaine, hein, avant la première des grandes peurs romaines, c'était les invasions gauloises. Hein. Ah oui, il y avait peur des Gaulois, oui. Peur des Gaulois. Alors justement, parce qu'il y a aussi, et c'est là où je voudrais vous gourmander votre référence à Céline, que vous avez l'air de bien aimer, que vous aimez beaucoup, d'ailleurs on le voit quand on vous lit, moi beaucoup moins, parce que ça élargit un peu le champ. Je crois qu'il y a eu aussi un basculement après la guerre de 14, en tout cas chez beaucoup d'écrivains devenus pacifistes, Jean Céline, qui ne cultive plus le héros, qui a été pendant des siècles, et on peut dire d'ailleurs jusqu'à De Gaulle, jusqu'en 68, 68 le dernier héros déboulonné, 69-70 il meurt. Et au culte du héros, je lisais un article de je ne sais plus qui là-dessus récemment, mais c'est passionnant, au culte du héros succède le culte de la victime. Mais ça, c'est antérieur. Et chez Céline travaille à ça. Et l'auteur que j'ai oublié fait remarquer quelque chose qui, moi, me passionne, à Dôme, un petit village près de Sarlat, dans le Périgord noir, pas très loin du Quercy, puis derrière du Rouergue. Il y a 2 monuments aux morts. Un monument aux morts de 14-18, à la gloire des combattants héroïques tombés pour la France. Et il y a un autre monument aux morts, 10 mètres plus loin, à la mémoire des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Et parmi les victimes, il y a évidemment les déportés, il y a les résistants, et puis il y a même les combattants, parce qu'il y a eu beaucoup de combattants qui sont morts en mai et juin 40. Et ceux-là étaient réputés victimes. Il y a un changement. Et Beltrame, d'ailleurs, il fait aussi observer que sur la plaque de Trèbes, la ville de Trèbes, en l'honneur du colonel Beltrame, on dit qu'il est tombé victime de son héroïsme, de son courage ou de son héroïsme. Oui. C'est extraordinaire. Et ça, je pense que déjà entre les deux guerres, moi, je pense que c'est là-dessus que alors, Céline, je cale sur Céline. Il y a un refus de l'héroïsme. Je vous réponds comme pour et Céline. Il y a une exaltation de la victime qui ne me plaît pas beaucoup. Bon, alors, c'est un débat entre nous sur Céline. Mais non, mais sur Céline, le petit bourgeois en moi, évidemment, c'est la rencontre avec le voyage, évidemment. C'est la première rencontre avec Céline. Voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit, il y a 2 auteurs, pour moi en tout cas, qui, au sortir de l'adolescence, vous réorientent votre vie à 180 degrés. C'est Nietzsche, moi venant d'un univers avec des références chrétiennes. 15 ans, 16 ans, 17 ans 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et puis après Céline, bien sûr, le voyage.
Ce qui est le premier choc, hein. Mais le grand livre pour moi, c'est quand même Mort à crédit, qui est le livre le plus autobiographique. Alors évidemment, c'est une autofiction fantasmée de Céline par Céline, hein, où il réinvente sa jeunesse, le passage Choiseul. C'est un petit bourgeois, et là il tire son autobiographie et sa confession vers le côté plébéien. C'était vraiment, pour le coup, c'est un petit bourgeois. Je vous réponds, Paul-Marie. Il y a 14-18. Il y a 14-18. 14-18, évidemment, que la question de l'héroïsme se pose, hein, pour tous les anciens combattants. Elle devient souffrante. C'est la tombe du soldat inconnu. Le héros n'est pas inconnu. Le héros porte un nom. Le héros a une généalogie. Il n'en a plus. Comme le disait Heidegger, et c'est tout à fait ça dans le Voyage au bout de la nuit, c'est l'expérience de la déréliction. C'est ça 14-18, c'est l'expérience de la déréliction pendant 5 ans. Moi je pense que ce changement de régime de la sensibilité européenne est très très antérieur, hein. Je pense qu'il est un des produits du XVIIIe siècle et des Lumières, mais il va mettre 150 ans. J'ai tout à fait 150 ans à advenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a la Révolution, il y a les soldats de l'an 2. Pourquoi ? Parce qu'après il y a Napoléon, il y a la campagne d'Italie, il y a la campagne de Russie. Après, il y a le Second Empire. Hein. Après, la Troisième République. Hein. La Troisième République, hein, c'est un appel aux soldats. Ça n'est que l'appel aux soldats pour reprendre le deuxième volet de la trilogie de Barès, hein, sur le roman d'énergie nationale. C'est l'appel aux soldats, en l'occurrence Boulanger, mais qu'importe. Hein. Donc toutes les guerres, hein, toutes les révolutions vont repousser ce changement de régime de la sensibilité qu'on voit très très bien chez Bernardin de Saint-Pierre, hein, chez Rousseau. Alain de Benoît prépare un livre sur Rousseau. J'adore Rousseau. Mais néanmoins, il y a quand même les confessions. Rousseau a écrit Les Confessions, qui est un livre de plainte, hein, qui est le livre d'une victime. De la victime. Oui. C'est la victime, c'est assez féminin, à la différence de Saint-Augustin. Saint-Augustin. Saint-Augustin fait des confessions. Rousseau, c'est une martyrologie qu'il invente. Hein. Et tout ça a été repoussé parce que, je le redis, révolution, guerre, révolution, qui guerre. déferle en ce moment. Et ça déferle. Et ça déferle surtout. François Azouvi vient de sortir un livre remarquable sur le sujet. Azouvi qui a... mais je crois que c'est lui l'auteur. C'est François Azouvi qui est, je crois, un ancien patron chez Stock, je crois, et qui vient de sortir une histoire de la victime et qui montre que cette bascule, hein, se fait même pas en 45, hein, parce que ce qui dit Azouvi, en 45, hein, les résistants... Il y a un archaïque qui revient. Oui. Ouais, les résistants, même les déportés, sont encore des héros. Contrairement à ce qu'on nous dit, il n'y a pas de mythe du grand silence. Azouvi l'a montré. Dès 1944, hein, on est au courant de tout. Les chrétiens, catholiques et protestants parlent de ce qui s'est passé en Allemagne de 1941 à 1944. Hein. Donc on en parle. Hein. Simplement, on n'en parle pas comme des victimes. Hein. Je ne parle pas seulement des résistants. Pas encore. Je parle des déportés. Les déportés sont vus comme des héros. Et le changement va se produire aux années 1950, 60, 70. Hein. Beaucoup dans les années 70. 70, avec ce que Paul Lyonnais appelait un phénomène de rétro-satanisation. Plus on s'éloigne de l'événement, plus cet événement nous culpabilise, hein, ce qui en est fascinant. Je veux dire, c'est fascinant. Nous, mon père me racontait l'expérience de la guerre. Hein. On est très très loin de ce qu'on me raconte. De ce qu'on raconte maintenant. Mes grands-parents. Presque tout est faux. Tout est faux. Enfin, je veux dire, tout est faux. Tout est amplifié, tout est exagéré, et on a l'impression que c'est... tout est idéologisé aussi. Voilà. Plus on s'en éloigne, plus ça devient hyper négatif. Mais vous disiez à l'instant que d'abord vous revendiquez l'appartenance petite bourgeoise, dont vous dites qu'elle a été le substrat de la France pendant longtemps, y compris la Troisième République du XXe siècle. Et vous venez de glisser quelque chose d'éducation chrétienne, parce que j'ai découvert que vous avez fait vos études à Paris, donc, chez les frères des écoles chrétiennes. Chez les frères des écoles chrétiennes. À l'époque où il y avait encore des frères, maintenant il n'y en a plus, dans le privé sous contrat, et puis j'ai une famille qui est très pieuse. Mais alors ils ont abandonné la terre, mais ils n'ont pas abandonné la foi. Ah non, c'est la foi, moi je l'ai perdue, ou je m'en suis séparé. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs Alors, simplement, je voudrais revenir sur l'histoire de là. Je reviendrai à la charge. Sur l'histoire du Rouergue. Le Rouergue c'est le département qui a produit le plus de pères blancs, plus que la Bretagne, parce que l'enclavement, parce que l'omniprésence du clergé, du petit séminaire, du grand séminaire. Mon grand-père paternel, ses 3 cousins étaient les 3 curés. Et la sœur a servi les curés. Donc c'est toute la famille. Toute la famille. Très catho. Voilà, toute la famille. Du reste, c'est la famille Bousquet. Il y avait un archéologue, Louis Bousquet, il y a un curé ouvrier, Adrien Bousquet, qui a fini très conservateur.
Donc c'est un pays de curés. L'Aveyron est un Ouais. pays de curés qui est en train de se déchristianiser avec C'est très à droite d'ailleurs. étonnamment, elle bascule, elle était très à droite C'est quand la comme France la était à Bretagne, gauche, quoi. et quand la France est à droite, elle redevient à gauche. Mais bref, mon univers familial est un univers très très pieux. Alors moi, je m'en suis détaché, mais oui, j'ai vécu avec des références chrétiennes toute mon enfance et mon adolescence. Ce qui fait que sans croire, je connais l'histoire de l'Ancien Et Testament, qu'est-ce du qui s'est Nouveau passé? Testament. Vous allez pas me dire que c'est pas anticléricaliste, que vous avez perdu Ah la non, foi quand ah même. non, non non, bon, les curés. Si vous l'avez vraiment eu d'ailleurs. Non, je pense que je l'ai jamais eu. Beaucoup de gens la perdent sans Non, l'avoir eu jamais. Non, je pense d'ailleurs. que je l'ai jamais eu. Je pense qu'à 12-13 ans, Indifférent. oui, pour moi c'était une corvée la messe, vraiment une corvée. C'est là où j'ai appris à jouer au baby-foot, parce que je m'éclipsais entre le début et la... Mon père dormait pendant la messe, Bah, oui. et j'allais jouer au baby-foot. Rapporter la Mais- fête des messes, mais c'était mais, très ennuyeux, ça. Donc non, Ça n'explique pas que vous ayez perdu la foi. Ou en disons, tout non, cas, jamais trouvé. vous avez touché le point sensible, je ne l'ai jamais eu, je crois. J'en éprouve pas le besoin. Il y a des gens qui n'ont pas de tête spirituelle, métaphysique. Je n'ai pas la Pas tête. d'arrière-monde, comme dit Nietzsche. Non, pas d'arrière-monde. Non, ouais. Donc c'est comme ça. Voilà, j'allais presque m'en excuser, Pas de transcendance. mais j'ai pas envie de m'excuser puisque justement. Je vais vous absoudre, Ouais, rassurez-vous. Mais faites l'aveu tout de même. Non, mais ça, c'est que les auteurs auxquels je suis sensible. Non, mais les auteurs auxquels je suis sensible. Non, je parlais de Molière. Molière, qui est vraiment le génie français pour moi. On pourrait dire que c'est un chrétien sociologique. Je veux dire. Mais on sent qu'il n'a pas la foi, que ça l'intéresse pas, que sa métaphysique, Oui, c'est pas l'absence son de truc. métaphysique, c'est pas son truc. Et pourtant, c'est l'esprit français qui l'a capté mieux qu'aucun autre, parce que je crois qu'on n'a pas la tête religieuse, parce que Pascal n'est pas un Français. Pour moi, Pascal, c'est un extraterrestre. Pas la tête métaphysique, vous voulez dire. Mais pour le coup. métaphysique, je crois. Enfin, en tout cas, je parle pour la famille d'auteurs à laquelle je me rattache et qui m'est Céline, proche. c'est très clair. Chez Céline, il y a une noirceur qui m'est totalement étrangère. Il y a une noirceur totale chez Céline. Quand même. Il y a une vision noire, sombre, désespérée de l'être humain. On est condamné à agir, à se débattre dans la nuit. C'est un voyage au bout de la nuit, mais il n'y a pas de... Chez Victor Hugo, Il n'y a pas d'aube. Il n'y a pas d'aube. Il n'y a pas d'aube. Moi, je déteste ce personnage, mais enfin, Oh, mais peu importe, je vais me faire des ennemis. Alors, revenons à vous, parce que par petites touches, on voit votre enfance parisienne, chez les pères, jusqu'au baccalauréat, là, au lycée aussi, vous êtes Oui, moi, très bon élève, je crois. Non, pas très bon élève médiocre. Mais chez les pères, toujours. Alors, les pères, il y en Les avait, pères. il y en avait un aumônier, plus beaucoup. c'était les frères. À l'époque, il y avait encore des Les frères. frères des écoles chrétiennes. Et c'était encore un privé sous contrat, c'est vieux de 40 ans, qui n'était pas aussi uniforme sociologiquement qu'il est devenu aujourd'hui. En tout cas à Paris, je parle des Francs-Bourgeois, dans le 4e arrondissement, qui est aujourd'hui un lycée mixte, enfin collège, école, collège, lycée, mixte, ce qui n'était pas le cas par le passé, et surtout qui remplissait sa mission chrétienne. En l'occurrence, pouvoir scolariser ce qu'avait fait l'Église avant l'éducation nationale, pouvoir scolariser des enfants dont les parents n'avaient aucun moyen. Oui, c'était pas du tout l'élitisme d'aujourd'hui. Ou alors, comme dirait Camus, c'était un accès égalitaire à l'inégalité. Renaud Camus. Renaud Camus, oui, un accès égalitaire à C'est l'inégalité. un de vos admirations. Vous parlez J'aime beaucoup. de Renaud Ouais, Camus. j'aime beaucoup. Ouais. Et il vous aime beaucoup d'ailleurs. C'est bien parce que j'ai parlé de lui, de vous avec lui, à Plieux. Mais alors, donc, le jeune homme de 18 ou 20 ans qui a son baccalauréat en poche, 85, 86, quel est son avenir pour lui? Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il sait pas ce qu'il veut faire. Je travaillais dans la boutique de mon père, qui était droguiste quincaillier, donc marchand de couleurs, petit bourgeois. Dans le Paris... faubourg du Temple? Non, Paris 11e. 11e, oui. Non loin du faubourg Saint-Antoine et de la rue Saint-Antoine des Francs-Bourgeois. Non, c'est la littérature. Moi, je tombe dans la littérature à 16, 17, Et surtout 18, les écrivains slaves, si j'ai bien compris. Alors, ça, c'est bien après. Moi, je ne sais pas ce que je veux faire jusqu'à ce que je lise les grands livres. Alors, c'est quoi les grands livres? Les grands livres, c'est Céline, c'est Nietzsche, et puis après, on rentre, après, ils ouvrent des portes. Mais c'est à ce moment-là que je sais que le livre m'a choisi. Donc, que ma vie va tourner autour du livre. Et depuis mes 20 ans, j'ai toujours fait en sorte de ne travailler que dans les univers où il y avait des livres. C'est-à-dire librairie, édition, journalisme. Je comprends mieux pourquoi. Je n'ai jamais gravité dans d'autres univers que le papier imprimé. La rencontre avec le livre m'a commotionné, m'a foudroyé, a réorienté ma vie.
Donc je suis un homme libre, hein. Je suis devenu Un homme livre. un homme libre, hein. Ivre de livres, hein, comme de Benoît à beaucoup d'égards. Donc c'est le livre, oui, le livre m'a inspiré. On dirait un peu du Alain de Benoît, ça, oui. Oui, oui. Alors, d'ailleurs, chez de Benoît, c'est des essais, de la Oui. philo, de la socio. Moi, c'est Oui, d'abord la oui. littérature. Ah oui, c'est la littérature. D'abord la Alors, littérature. Donc, ben là, vous me parlez de Nietzsche et vous me parlez de Céline. Oui, Céline, c'est de la littérature. Ah, si on Nietzsche veut. aussi, bien sûr. Nietzsche, c'est un immense poète. C'est un hein. poète. oui. Immense poète. Hein. Plus qu'un philosophe. Les deux. Ah. Non, et puis un immense moraliste, hein, le plus français des philosophes allemands. Oh non, C'est pas évidemment. Kant. Évidemment, quand vous venez d'un univers chrétien où les références sont solides et que Nietzsche fait la révolution, là. chez Nietzsche, mon Dieu, c'est pas une brèche qui. Cataclysme. C'est un cataclysme, hein, oui. Le mot est juste, c'est un cataclysme. Hein. Et puis il y a une euphorie chez Nietzsche. Hein. La vitalité n'est pas que dans le fond, la vitalité est aussi dans la forme. Hein. Et cette vitalité insuffle du sang chez l'adolescent, de l'énergie, du feu. Donc on est. Alors, d'autres livres, dans ces années de jeunesse, dans les livres. Au début, on lit dans tous les sens. Hein. Après, je fais des études de lettres, mais qui ne servent à rien, sauf à ouvrir des portes et à vous faire découvrir des auteurs. Bah oui. Tout Ça 10, sert donc à 100. beaucoup de choses. Il est impossible de dire. Alors, pour moi, il y a les deux grands auteurs, c'est Molière et Balzac. Je peux dire pourquoi. Mais après, oui, il y a tout le continent slave. Comme disait Dru La Rochelle, hein, les Russes en particulier ont jeté dans leur littérature en 50 ans. En tout cas, si je m'en tiens aux grands auteurs de romans, de philosophie que la Russie a produits à la fin du 19e, au début du 20e, avant la Révolution. Moi, je dis qu'il y a eu les pères de l'Église, hein, et les Russes ont inventé les frères de l'Église avec un F majuscule, comme les pères de l'Église ont un P majuscule. Hein. Je pense à Tolstoï, bien sûr, à Dostoïevski, mais également à toute cette littérature, à Mikhail Bulgakov, au père Florensky, au père Serge Bulgakov. Hein. C'est sidérant, Nicolas Gogol, c'est sidérant ce que la Russie produit. On devine et on pressent qu'il va y avoir quelque chose, hein, Oui, une révolution, parce que les fondations tremblent. Hein, et elles tremblent d'abord dans les livres, donc on ne quitte pas ce monde du livre. Et pour vous répondre, tout, Berdyaev, Chestov, il y en a quand on tire le fil, il y en a une telle quantité. Et les Français ne connaissent, comme disait un grand critique russe blanc, Vladimir Veillet, qui a écrit un livre génial qui s'appelle Les abeilles d'Aristée. Il disait que les Français ne connaissent que Anna Karamazov, et non pas Anna Karénine et les frères Karamazov, de Tolstoïevski, où il articulait, il réunissait de Tolstoï et Dostoïevski. Oh, ils connaissent. Mais on connaît d'autres. Oncle Vania, ils connaissent Tchekhov. Voilà, Tchekhov, qui est un peu le Balzac. Hein, le Balzac. Ah oui, le comparé à Balzac. Parce que les nouvelles de Tchekhov, c'est la comédie humaine russe. Hein, pas seulement son théâtre, mais ses nouvelles. Hein. Et simplement, la littérature ne nourrit pas son homme. Hein, et j'en ai pas fait mon deuil. Hein, la littérature, donc je le réserve. Hein, comme disait Montaigne dans les périodes de temps troubles, hein, à la cuisine, à l'arrière-cuisine, aux arrière-salles. Hein, mais la politique nous requiert dans ces temps. Vous n'en faites pas à ce moment-là. Non, mais de la métapolitique, hein, tout le temps. À l'âge d'or, on en faisait beaucoup de métapolitique. Hein. Alors, Les justement, livres, affection pour, attirance pour la littérature russe ou slave, et c'est celle qui vous permet, malgré tout, de rencontrer Vladimir Dmitrievitch, qui joue un grand rôle. Parlons-en quelques minutes. Il a une librairie, alors d'abord à Lausanne, oui, c'est un Serbe, c'est un Serbe qui à Skopje, je crois. Alors qu'il est en Macédoine, à Skopje, et qui s'est installé c'est pas tout à fait un Serbe, mais bon, c'est un... alors lui, vous direz, c'est un Valak. Les Valaques, c'est un peu un peuple marchand. C'est un peuple marchand qui a très largement contribué à l'émergence d'un phénomène nationaliste en Serbie au courant du XIXe siècle, hein, parce que c'était une classe marchande alphabétisée, ce qui n'était pas le cas de toute la paysannerie serbe. Hein. Donc il a joué un rôle central dans l'émancipation et l'avènement de la Serbie sur la scène européenne. Alors quand même, il fuit Tito. Il fuit Tito. Il s'installe à Lausanne. À Lausanne, où il devient libraire et il crée une maison d'édition qui s'appelle L'Âge d'Homme. Hein. Et L'Âge d'Homme, il la transporte à Paris, place Saint-Sulpice, rue Ferroux, à l'ombre de la vaste église et magnifique église Saint-Sulpice, voilà. Et c'est là que vous le rencontrez. Oui, je le rencontre, d'abord je le découvre par les auteurs qu'il a édités. Un des livres qui a changé ma vie à beaucoup d'égards, c'est Maîtres et complices de Gabriel Maznev.
Masneff, dans ce livre-là, Maîtres et complices, parle de tous les grands auteurs de son panthéon. Et dans ces auteurs, il y a Léontiev, Berdiaev, Chestov, Otto Wellinger et quantité d'autres. De curiosité, je m'intéresse à ces auteurs et je vois qu'ils sont édités par l'Âge d'Homme, par Vladimir Dmitrievitch. Et vous allez le voir. Et je lui écris les deux seules lettres de motivation que j'ai pu écrire dans ma vie, c'est à Philippe Tesson, parce que j'aimais bien le quotidien de Paris à l'époque. Il m'a pas répondu. Et à Dmitrievitch, et il m'a répondu. Et on s'est rencontrés, et puis on a fait un bout de chemin, 7 à 8 ans ensemble. Vous devenez son bras droit. Avec Slobodan, et la maison, avec Slobodan, Despote, de le l'Antipresse. On est un petit peu... Et Pierre Guillaume aussi. L'Antipresse, ça vient après. Oui, mais aujourd'hui, pour les gens, pour le situer... Il a une maison d'édition, lui aussi, en Suisse, Xenia. Il a eu Xenia, et désormais, il est à la tête de l'Antipresse, mais également Pierre-Guillaume Deroux, parce que tout ce monde-là est un petit monde. Quand Dominique Deroux, le père de Pierre-Guillaume Deroux, crée ses carnets, ses cahiers, exil, et je crois même une maison d'édition, il n'a plus de place en France. Déjà, la France est vérolée. Et il s'installe en Suisse, qui était le dernier pays libre pour lui à l'époque. Il rencontre Dmitrievitch. Donc c'est un petit monde, Dmitrievitch, Pierre-Guillaume Deroux, Dominique Deroux, Slobodan Despote, moi-même, et quelques autres, Gérard Cognot, des grands traducteurs, Jacques Niva, Cato, Georges Niva, Jacques Cato, pardon, Georges Niva, c'est Jacques le père Cato. d'une certaine Niva qui n'a rien à voir avec son... Si, c'est le père. Idéologiquement, elle n'a rien à voir avec son père. Non, mais c'est quand même un bon reporter, sa fille. Elle a fait des choses, alors évidemment c'est sur la Tchétchénie, très hostile à Poutine. Mais elle a fait des bons reportages, néanmoins. Donc c'est tout un univers qui est la galaxie slave. Il se trouve que je rentre à l'âge d'homme pendant les guerres de l'ex-Yougoslavie. Donc oui, il y a une partie politique et métapolitique. C'est à ce moment-là que nous éditons quelqu'un qui vous est cher, je crois, qui est le général Pierre-Marie Gallois, et d'autres gens. Donc oui, on fait de la politique, on fait beaucoup de politique. Avant d'être caillassés et nos vitrines brisées par les antifas rue de Médicis dans le cadre de la Nouvelle Librairie, nous étions attaqués rue Férou, à l'âge d'homme. Place Saint-Sulpice pratiquement. Place Saint-Sulpice, on était attaqués par toute la bande... Pour un serbisme, serbo-bolchevisme disait-on à l'époque. Alors qu'au contraire, c'était précisément la résistance aux guerres de l'Empire, la résistance aux néoconservateurs que nous étions en train de mettre sur pied en France, dans le volet français, avec Gallois, Volkov et beaucoup d'autres. Là, vous glissez un peu vers la politique quand même. On fait de la politique. À l'époque, moi, je pense qu'on fait de la politique, oui, bien sûr. Et vous êtes en même temps journaliste à Valeurs Actuelles et au Spectacle Alors, c'est du Monde, non? C'est après Dimitri. Après que j'ai quitté l'âge d'homme, je rentre à VA et à Dmitrievitch, mais on l'appelait Dimitri, à Spectacle, à Valeurs Actuelles, mais aussi au Choc du Mois, et puis je commence à écrire dans Éléments. Le premier canard dans lequel j'écris, c'est Éléments. Mais Éléments ne payait pas ses rédacteurs. Aujourd'hui, vous ne savez pas qu'un jour vous en dirigeriez Éléments. Le premier canard dans lequel j'ai écrit... Dans les années 90 alors c'est toute fin des années 90. Oui. Et ça avait un rapport avec les guerres? Non, la littérature. La littérature. Quel était cet article au final? Le premier, c'est sur un auteur qui a disparu des écrans radars. Je le regrette énormément parce que je pense qu'il est fantastique. C'est un mélange de Céline et d'Heidegger. Je ne suis pas sûr que ce soit l'univers romanesque qui vous soit auquel vous êtes le plus sensible. C'est Jean-Claude Alberveille qui avait écrit une trilogie qui est géniale, qui s'appelle Europia, Franchoupia, Sibéria. Et autrement dit l'altermonde, où il imagine que Hitler a gagné la guerre, parce que Franco lui a ouvert les portes de l'Espagne, il a pu contourner les Anglais et contrôler l'Europe. Après, l'Europe est dénazifiée, etc. Posteriori, ça rend hommage à l'armistice qui a fermé l'Espagne justement. Oui, mais ça, elle expliquait ça Attention, mais elle expliquait ça aux gens aujourd'hui qui font. Mais je vais le faire, le prochain numéro du Nouveau Conservateur, m'ont donné l'occasion de faire une page publicitaire et consacrée justement aux effets bénéfiques de l'armistice. Voilà, mais donc Alberveille prend le pari inverse, c'est une uchronie, et surtout il imagine... Il gagne la guerre, parce qu'il passe par l'Espagne, l'Afrique. Il n'a plus besoin du pétrole, qui l'oblige à attaquer la Russie, il y a un accès direct, et à se perdre en Russie. Et puis même à la fin, donc, il y a une dénazification dans ce roman, et puis un grand empire, d'abord franco-allemand, carolingien, et puis ensuite euro-sibérien qui se met sur pied. Le livre est vraiment génial, mais bon. Alors déjà, à cette époque-là, vous rêviez plus d'Europe que de France Les deux sont pas antinomiques. Certes pas. C'est justement ce que les faux Européens pensent, c'est qu'il faut supprimer les nations
pour la gloire de l'Europe. Vous ne pensez pas ça quand même? Non, vous non, pensez non. effectivement que c'est une mais association de nations. Moi, je pense que le mot de Gaulle, de toute façon, est imparable. On ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. On ne fera jamais des États-Unis d'Europe parce qu'on a des vieilles nations qui sont là depuis 500 ans, 1000 ans, 1500 ans. Pour nous, Français, les Gaulois. Nous, elle a une ancestralité considérable. Donc non, simplement, oui, comme un pôle de civilisation, c'est de toute évidence. C'est le point d'opposition avec les souverainistes qui ne se focalisent que sur la question de la souveraineté. Il me semble que la dimension identitaire y est centrale. Si on l'évacue ou si on l'occulte, on parle de quelque chose d'autre. Vous partagez la passion de Dimitrievitch pour la cause serbe. C'est d'ailleurs comme ça, à ce moment-là que nous nous rencontrerons d'ailleurs. On a dû se croiser chez rue Férou, qui était véritablement un salon où l'on cause, surtout l'été, parce qu'on était dehors. C'était un point de ralliement. J'habitais de l'autre côté de la place Saint-Sulpice. Comme à la Nouvelle Librairie, on faisait des soirées régulières. J'habitais à 50 mètres. Il y avait de très belles soirées. J'ai dit, on s'est croisés à ce moment-là. Belles années pour vous, un peu militante déjà? Oui, militante, pas totalement, puisque je suis d'abord un littéraire, un lecteur de romans, de poésie, de théâtre, de nouvelles, de poèmes épiques. D'abord un lecteur, vraiment je suis un homo-lector, c'est comme ça. Mais oui, il y a un pied dans la politique, j'ai toujours eu un pied dans la politique, mais pas militant. Comme éditeur en fait. Comme éditeur, alors comme intellectuel, comme journaliste, disons plutôt. Comme journaliste, oui, comme dit Pascal, nous sommes embarqués, on peut pas faire semblant, je veux dire, on peut pas se réfugier comme Alceste et le misanthrope. Fuir la sociabilité, fuir le monde, tout ça c'est impolitique. Mais ça, il y a beaucoup de suite dans les idées. Les livres, éditeur, vous l'êtes, libraire, vous fondez la nouvelle librairie, un peu par nostalgie de ce qu'a été l'âge d'homme. Non, alors c'est un projet collectif et communautaire. Tout près d'ailleurs, rue Médicis, dans le 6e toujours. C'est encore, on est à 300-400 mètres de la rue Férou, 500 mètres à tout casser. Non, c'est après la fermeture de la librairie Facta d'Emmanuel Ratier que des proches d'Emmanuel Ratier me sollicitent et de concert à plusieurs, à 4 en réalité, on cofonde la nouvelle librairie dans une perspective beaucoup plus politique parce que le compte à rebours est enclenché. Maintenant, ce qui n'était pas le cas encore. C'était quelle année ça? C'est en 2018. 2018. Il y a 6 ans, jour pour jour quasi. La nouvelle librairie va fermer physiquement en espérant aménager ailleurs, mais les éditions, qui est le projet central, vont perdurer et poursuivre. Là, c'est les éditions de la nouvelle librairie. Voilà, mais là, ce sont des éditions politiques parce que l'urgence des temps n'est plus du même ordre. Tout s'est accéléré, tout s'est emballé, le phénomène migratoire s'est emballé. La mort de Dominique Vénère, désormais, moi j'ai en tête, m'a marqué. Je n'étais pas un proche de Vénère. J'ai écrit 2 ou 3 fois dans la NRH. 2013. Vénère était en 2013, en mai 2013. Vénère était la nouvelle revue d'histoire. Voilà, moi je faisais des portraits littéraires, mais bon, on n'a pas collaboré longuement parce qu'il était assez tatillon dans ses exigences éditoriales et journalistiques. Assez glaçant. Mais il n'empêche, quand il meurt, Alain de Benoît me demande de faire le papier dans Éléments. Je me replonge dans cette œuvre, le suicide à Notre-Dame. Je suis parisien encore. Non, je ne suis plus parisien, mais je suis régulièrement à Paris. Je passe souvent devant Notre-Dame, puisque je partage mon temps entre le 5e et 6e et la rive droite. Tout ça conjugué fait que l'œuvre de Vénère me pénètre de plus en plus. Alors que je le redis, je connais assez peu. Je connaissais l'œuvre, mais je connaissais assez peu l'homme. Je l'ai vu 3-4 fois. J'ai dîné une seule fois avec lui. Donc, on ne peut pas dire que je n'étais pas un intime. Il n'y avait pas d'intime, mais je n'étais pas une connaissance, je n'étais pas un proche, disons. Raspail, Camus. Mais j'ai même pas besoin, en réalité, de m'appuyer sur ces autorités-là. Raspail, Vénère, Camus, d'autres, de Benoît. Il suffit de se promener dans Paris. Grand lecteur, éditeur, libraire, vous ne pouvez pas ne pas les rencontrer. Et plutôt porté vers la droite quand même, non? Oui. Simplement, c'est comme dit Camus, c'est notre regard sur le monde. Les rues parisiennes, les rues de nos banlieues, les rues de nos grandes villes, désormais de nos campagnes.
se métamorphose. Cette métamorphose s'accélère, s'emballe. Hein. Donc c'est de plus en plus criant. Moi, quand je suis né en 68, ma rencontre scolaire hein, avec l'immigration, c'est en terminale. Hein. Aujourd'hui, la rencontre scolaire avec l'immigration, c'est au cours préparatoire. Hein. Donc oui, la question du remplacement de population, de substitution de population de l'une par l'autre, hein, fait que la question politique, hein, l'urgence de la question politique, hein, s'est imposée à moi, comme elle s'impose à vous, comme elle s'impose à beaucoup d'entre nous. Elle commence dans les centres, d'accouchement, en fait. Oui. Elle est partout, la question migratoire. Parlons-en un peu, ça me choque, ça forme quelque chose. Simplement pour expliquer, à mon grand regret, moi j'aurais adoré lire mon écrivain préféré toute ma vie. Je pense que je pourrais me repaître de la comédie humaine. Hein. Et la relire indéfiniment de Balzac. Hein. Je m'en lasserai jamais de lire Balzac. Hein. Et puis de lire d'autres, Nietzsche, Céline, on a dit 10 auteurs, 100 auteurs. Hein. Je suis d'abord un lecteur. Hein. Mais on me prive de la lecture. Le monde qui est en train d'advenir, la violence, la sauvagerie, la conflictualité du monde qui est en train d'advenir m'interdit de lire. Dans tous les cas, elle m'interdit de lire, parce qu'on viendra me chercher chez moi. Je pourrais me réfugier au bout du monde, dans Lyon, c'est le cas. Eh bien, dans Lyon, l'immigration vient me chercher, vient se rappeler qu'elle est là. Donc oui, la politique... C'est la grande question du jour. Le changement de peuple. La personne, les fins de mois, vous direz que non, parce qu'ils ont raison. Les fins de mois ont raison. Quand la fin de mois se présente le vin au bout il ne pense qu'à boucler le mois. Quoi. Vin, oui. Ça vous dévore et ça occupe vos rêves, vos nuits. Mais une fois que cette question-là est résolue, oui, c'est la question centrale. Hein. C'est la question centrale qui se pose à nous. Comment faut-il l'appeler? Immigration, invasion? Ça a été longtemps l'immigration, puis ensuite l'immigration de masse. Mais à partir d'une certaine mesure, je pense qu'il faut parler d'invasion. Oui, de submersion. On a eu des ministres qui ont parlé de submersion. Un président de la République qui, sur le tard, s'est mis à parler d'invasion. Oui, on parlait de VGE, de Giscard d'Estaing. C'est le mot. Non, il se passe quelque chose. Hein. Quand vous avez des millions de personnes dont une partie que vous voulez faire fuir et que vous n'avez pas à reconduire à la frontière, ah oui, puis les ordres de grandeur, ça s'appelle une invasion. Ouais, les ordres de grandeur, hein, Paul-Marie. Donc oui, c'est la question, pour moi, c'est la question comme pour Camus, hein, comme pour vous, c'est la question, puisque la question économique, pour ce qui me concerne, est résolue. Je ne sais pas si c'est la première question pour moi, mais enfin, mais pour moi, c'est plutôt l'américanisation qui est, à mon avis, la source de tous les maux, y compris l'absence de réflexe de défense dans le peuple français qui se laisse envahir parce qu'il a déjà perdu l'image de lui-même. J'ose espérer, et son imaginaire. Comme vous me faisiez remarquer tout à l'heure, hein, en nuançant les perspectives un peu sombres qui se présentent à la permanence, à la continuité de la mémoire française, hein, que certains réflexes hein, pourront ressurgir, hein, aujourd'hui souterrains, aujourd'hui enfouis, mais qui pourront... L'archaïque. Voilà, l'archaïque pourra revenir. Hein. Le changement de peuple, non. Là, on rentre dans l'inexorable, l'inéluctable. On est au cœur des questions existentielles, hein, de survie. Aucun peuple n'aura accepté ce que nous acceptons, ça n'existe pas sur Terre. Grand lecteur de Lévi-Strauss, Lévi-Strauss vous apprend, surtout le second Lévi-Strauss, de Race et Histoire, hein, Race et Culture, pardon. Oui, tout peuple se défend. Que tout peuple se défend, que les frontières sont nécessaires, sont indispensables, que tout peuple est suprémaciste, ce que dit Lévi-Strauss. L'État est fait pour défendre son peuple contre ce qui n'est pas son peuple. Oui, et tout peuple pense qu'il est supérieur à l'autre, hein, par définition. C'est ce que dit Lévi-Strauss. Supérieur non, mais préféré, enfin. Oui. Se préfère, se pense se préfère. Quand Lévi-Strauss rappelle rappelle que les communautés indiennes, amérindiennes s'auto-appellent, s'auto-désignent hein, la communauté des hommes. Hein. Je crois que c'est les Comanches qui sont les hommes, hein, mais beaucoup d'autres. Hein. C'est parce qu'ils se pensent qu'ils sont les hommes par définition, par excellence. Hein. La tribu se définit comme étant l'humanité par excellence. À l'exclusion des autres, hein, de la tribu voisine, etc. Mais s'il ne se défend pas... Mais qu'importe. Vous voyez bien qu'il s'est passé quelque chose en amont et que l'imaginaire a déjà été éradiqué avant même l'immigration, puis l'immigration de masse, puis l'invasion. Si c'est si rare qu'un peuple ne se défende pas, c'est qu'il n'est plus senti
en lui-même, Oui. comme un peuple, Comme peuple, singulier, avec un imaginaire, Voilà. parce qu'il a été coupé cet imaginaire dans mon esprit entre les deux guerres Voilà. par l'américanisation qui se prolonge jusqu'en 1900. Alors j'ajouterai une autre chose, hein, Etc. l'américanisation. Mais vous avez raison, le prérequis, Donc c'est un préalable. le préalable, c'est ce qu'on appelle en sociologie la déculturation. C'est pas l'acculturation, d'abord la déculturation. C'est-à-dire que votre univers de référence, votre univers de représentation, vos croyances, votre culture populaire, vos mythes, votre fond légendaire, eh bien, de plus en plus, c'est mis de côté, finit par être oublié. Et vient se greffer là-dessus ce qu'on appelle en sociologie l'acculturation, c'est-à-dire une culture dominante, les Romains qui arrivent en Gaule, donc il y a les Gallo-Romains, les Américains qui arrivent en Gaule, en France en l'occurrence, et comme dit Régis Debray, pour le coup il a raison, les Galloricains, font que nous devenons de plus en plus américains. Et une des conditions pour que cette fabrique d'amnésie soit opératoire, hein, c'est le remplacement de la culture populaire par la culture de masse. Hein. Et là, c'est fait. Et là, c'est fait. Et c'est pas seulement fait en France, c'est fait dans le monde, je On crois. voit partout les fêtes de village qui disparaissent, qui ont disparu. Qui sont en train de disparaître. Vous savez, il y a cette phrase terrible d'Henri Gobard qui est vraie. De Gaulle s'est fait une certaine idée de la France pendant que les Français se faisaient une certaine idée de l'Amérique. Ouais, très juste. Hein. C'est terrible cette phrase. Ouais. Alors, est-ce que la question qui se pose à nous... Je la cite souvent, pardon si je radote, mais elle me hante. Mais la question simplement qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette acculturation est définitive? Moi, j'ai tendance à penser que non. Si je m'en tiens à la France périphérique, la France périphérique, donc une France plutôt populaire, ouvrière, employée, petite bourgeoise, vraiment interclassiste, mais parce que ce sont des catégories sociales plutôt inférieures ou populaires. Les prénoms, la sociologie des prénoms, pour se démarquer des bourgeois, où il y a un revival médiéval, gothique, etc., est résolument américaine. Résolument américaine, c'est la France des Kevin, la malédiction des Kevin. Il y avait même eu un bouquin il y a 20 ans là-dessus, quoi. Et désormais, les Kevin sont numéro 2 du Front National, Jordan Bardella. Vivant au cœur de la France périphérique, en réalité, moi, je serais bien en peine d'écrire la plupart des prénoms qui sont dans la classe de ma fille. Les prénoms, je les connais, je m'entends. Simplement, l'orthographe est modifiée. C'est qu'on peut mettre, je sais pas, Jimmy avec un H ou un Y ou pas Y. C'est pas comme Henri ou Simone. Ça, voilà, mais jusqu'à l'orthographe des prénoms américanisés, mais pas seulement, parce qu'il y a le phénomène manga, donc il y a beaucoup de prénoms japonais aussi, occidentalisés, mais quand même des prénoms japonais. L'orthographe est personnalisée, pour ainsi dire. Il n'y a pas d'orthographe canonique. Il n'y a pas de... voilà. Donc je suis un peu perdu quand je regarde tous ces enfants avec des prénoms exotiques, en réalité, alors qu'ils ne sont pas exotiques, pour le coup. Vous dites ça avec un sourire, mais ça vous fait beaucoup de chagrin. C'est des bourguignons. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu un changement du monde. Voilà. Il y a eu un changement du monde dont nous devons acter. Le monde a changé, le monde a basculé dans un autre régime culturel, qui est la culture de masse. Pour autant, dans cette France-là, et ça devrait vous faire plaisir, Paul Maride, c'est dans cette France-là que le réflexe patriotique me semble le plus fort. Alors il est hybride. Nos villages dans Lyon, mais je pense que c'est la plupart des villages français sont à la même près enseigne. d'Auxerre, au sud d'Auxerre, à 30 km au sud d'Auxerre. Quand la France gagne la Coupe du Monde, moi, il ne m'aurait jamais à l'esprit de football. Si ça avait été le cas en rugby, oui, mais pas en football. De pavoiser le village et les pavillons avec des drapeaux tricolores. On a une équipe plutôt black pack, comme disait Alain Finkielkraut, et non plus black bomber. Mais peu importe, cette France périphérique qui est votre marine a encore un attachement aux symboles nationaux. Mais ce sont des symboles nationaux défigurés. À travers la sociologie des prénoms. On a remplacé la culture populaire par la culture de masse. Alors, tout ça est un peu jus de crâne, mon cher François Bousquet, mais tout à fait passionnant. Revenons à vous. Vous commencez une carrière de journaliste à Spectacle du Monde, je crois. Spectacle. Ça, c'est quand vous avez un peu plus de 30 ans, ou 40 ans. C'est aux alentours de l'an 2000. 2000 est-ce que je suis déjà encore à l'âge d'homme? Oui, 2002, 2003, que je commence à écrire à 35 ans, à l'initiative de Christian Brosio, dans Spectacle du Monde, qui nous offrait, c'était un magazine de luxe,
qui n'était vendu que par abonnement, qui était la formule mensuelle de Valeurs Actuelles, et qui nous permettait de faire des dossiers, à mon sens, formidables, sur quantité de sujets, de traiter de la culture avec beaucoup d'espace, beaucoup de place, parce qu'on avait plus de 100 pages. Et donc je travaille là et aussi à Valeurs Actuelles mais en même temps au Choc du Mois. Donc c'est une presse là beaucoup plus militante, beaucoup plus politique. Le Choc du Mois, le Choc du Mois, là, pour le c'était coup, un journal assez musclé, assez punchy. Et bien sûr à Éléments, parallèlement. Donc oui, je deviens journaliste. Après avoir été éditeur, je deviens journaliste. Mais toujours gravitant dans l'univers de la chose imprimée, du livre, du papier, de l'imprimerie. Ça vous fait plaisir, ça renforce l'univers livresque qui est le vôtre, et en même temps ça vous permet d'écrire, parce qu'un éditeur, et ben alors moi jusqu'à là, chez Dimitri, vous n'écriviez pas. Non, j'écrivais pas, voilà. Et j'ai commencé à écrire à l'âge de 35 ans, donc assez tardivement, parce que je pensais être éditeur jusqu'au bout, à la Dimitrievitch, d'abord être un éditeur. Qui lui est mort en 2000... Il est mort d'un accident de la route en 2012. 2012. Terrible accident de la route. Dans le Nivernais. La camionnette emboutie par un tracteur, voilà. Ouais. Mais c'était un homme de la route, donc à cheval entre la France et la Suisse. C'est un Valaque. Les Valaques, c'est un peuple de marchands, de navigateurs. On bouge. Et donc ils bougeaient dans les Balkans et ils bougeaient également entre la France et la Suisse. Question naïve, pourquoi le spectacle du Monde a disparu? C'était magnifique, mensuel. C'était un mensuel, C'était un mensuel. Moi, j'ai ma grille de lecture sur Spectacle du Monde. Moi, je pense que c'était un canard. De la même manière que Match Monde a disparu, c'est pas les mêmes journaux. Mais Match Monde, c'était une formule mensuelle de match. Elle n'était pas intéressante pour les annonceurs. Je pense que Spectacle du Monde n'était pas intéressant pour les annonceurs. À l'époque, le groupe Valmont avait beaucoup d'annonceurs, parce que la ligne politique était beaucoup moins affirmée. Donc, il y avait des gros annonceurs, comme dans Le Point, L'Observateur, etc. On trouvait des pubs pour les grandes marques automobiles. Ce qui n'est plus publicitaire parce qu'on n'était pas trop réac. Voilà, c'était ce qui n'était... Ce qui est devenu le Spectacle du Monde. Et le Spectacle du Monde nous permettait d'aller... Michel de Gégère, c'était assez... mais d'aller au fond des choses. Vraiment d'aller au fond des choses. Et je pense que ça n'était pas intéressant pour les annonceurs. Et je le redis, à l'époque, il y avait des annonceurs, parce que les couves de VA étaient beaucoup moins clivantes. Font la loi. Font la loi, et c'est un public de mâle, plutôt âgé, plutôt provincial, et qui présentait très peu d'attrait pour la publicité. Donc il a été sacrifié. Aujourd'hui, Spectacle du Monde revit, me semble-t-il, sous une formule un peu nouvelle. Mais VA a beaucoup changé. VA, c'est Valeurs Actuelles qui a beaucoup changé. J'ai également pas mal écrit dans VA. Et je dois dire néanmoins que les couves de Geoffroy Lejeune m'ont séduit parce que précisément, elles étaient clivantes. Parce qu'elle faisait de la politique. Moi, VA, le VA d'il y a 20 ans, les gens l'ont peut-être oublié, mais c'est que, je sais pas, une fois par mois, il y avait des maisons de retraite. Une fois tous les 6 mois, il y avait des hôpitaux. J'en ai rien à foutre, moi, des hôpitaux ou du prix d'immobilier. Ce qui m'intéresse, c'est la politique. Donc le jeune a donné un coup de barre politique à ce journal. Et bien sûr, les annonceurs ont quitté. Le temps de Branca, c'était de très bonnes factures quand même. Oui, il y a le problème d'Orcival, mais passons là-dessus. Sur le personnage, le fait est qui est un peu foutu Valeurs Actuelles et le Spectacle du Monde en l'air, disons-le, tout carrément. C'est moi qui le dis. Mais alors, c'est à ce moment-là que vous investissez du coup davantage dans Éléments et de ce qu'on appelle la nouvelle droite. Oui, comment vous y entrez à ce moment-là? Vous étiez déjà un pied dedans. Ça fait longtemps. Moi, je suis à Éléments, c'est le premier canard le premier journal dans lequel j'écris des articles. Je connais de Benoît depuis 98-99. Je le rencontre, pas par Éléments d'ailleurs, je le rencontre en tant qu'éditeur à l'Âge d'Homme. Oui. Parce que lui qui était édité par Albin Michel, Edernalier et d'autres maisons dans les années 80, on n'a plus beaucoup d'éditeurs. Aujourd'hui, il commence à en avoir de nouveaux, et tant mieux, mais à l'époque, il n'a pas d'éditeur. Et il frappe à la porte de l'Âge d'Homme avec un livre qui m'a bouleversé, qui m'a permis de découvrir un personnage de Benoît. C'est un journalier de Benoît, lui qui se met très peu en avant par pudeur. Et bien avait écrit un livre qui s'appelle Dernière année, note pour conclure le siècle, petit clin d'œil à Dru-La Rochelle, et il l'avait soumis à l'Âge d'Homme, et Dimitri m'avait confié la lecture et le soin de travailler ce texte. Moi, je le découvre de Benoît à cette époque-là. Et vous l'éditez. Et on l'édite, et on sympathise, et j'écris dans Éléments, grâce à Marbin et de Benoît, et j'assiste à toutes les conférences de rédac d'Éléments depuis la nuit des temps, j'ai presque envie de dire. Et vous devenez ami de Benoît, là. À l'époque, on l'appelle Fabrice. Les proches l'appellent toujours Fabrice Laroche, qui est son pseudonyme le plus connu de sa période militante. Vous ne l'appelez pas, là?
Au départ, on l'appelle tous. Au départ, on le vous voit et on l'appelle Alain. Mais à force, dès la seconde conférence de rédaction, quand tout le monde le tutoie, il l'appelle Fabrice. À l'aise, oui. Il est tout de suite à l'aise. À un moment donné, quand on dit Alain, les gens sursautent. Hein. Donc voilà, c'est pour des questions de commodité. Très proche, avec une connivence intellectuelle se noue. Voilà, ça à telle enseigne que je l'assiste, hein, vraiment, parce qu'il fait tout seul, pour la rédaction de Mémoires vives, mais qui est son livre, hein, qui est son autobiographie, son chemin de pensée. Ah, son si on veut autobiographie, connaître l'œuvre d'Alain de Benoît, intellectuelle. Hein, il faut lire ce magnifique ouvrage Mémoires vives, une série d'entretiens. Alors c'est très dense, hein, c'est pas des entretiens de journalistes. Non, hein. non, non. Il synthétise sa pensée et vous le guidez de sorte qu'il synthétise chapitre après chapitre l'immensité des domaines qu'il a touchés. Voilà, moi je la suis là. La politique, la sociologie, l'histoire, l'anthropologie. Oui. Vous êtes fasciné par le personnage, non? La c'est médecine, un océan. C'est un océan de livres, de savoir, de curiosité pluridisciplinaire. Hein. Pic de la Mirandole, on abuse communément et trop souvent de l'expression parce que ça lui colle à la peau, mais quand même néanmoins, alors j'ai pris l'habitude de dire Pic de la Mirandole, hein, 16e siècle, hein, dans sa bibliothèque il y a 1600 références. Ce qui est énorme, hein. À l'époque c'est énorme, 1600 références. Nous avons fait des entretiens, des conversations avec Alain de Benoît, et notamment c'était la première de la série en 2016. Dans sa bibliothèque au Chênay, sous-sol. C'est un labyrinthe. Maison, c'est un labyrinthe époustouflant. Et vous dites d'ailleurs que pour écrire sur Alain de Benoît, il faudrait lire tout ce qu'il a lu. C'est impossible. Presque, oui, parce que c'est impossible. Il n'a pas lu, donc les 100 000 livres, il y en a plus en réalité. Hein, il s'est délesté quand même de beaucoup de livres ces 10 dernières années. Mais aujourd'hui, il reste 100 000 livres. Hein. Il ne les a pas tous lus, certes, hein, mais il en a lu beaucoup, ligne après ligne, ou alors en diagonale. Hein. Mais oui, c'est un homme livre de Benoît. C'est même un homme bibliothèque. C'est un océan. Donc, si on veut vraiment rentrer dans le cœur de sa pensée, suivre ses évolutions, la manière dont il s'est construit, dont sa vision du monde s'est consolidée, il faut passer par ses lectures. Hein. Simplement, on ne peut pas lire tout ce qu'il a lu, donc on synthétise, ou alors on le lit, parce qu'il a il est aussi journaliste de Benoît. C'est un intellectuel, c'est un philosophe, c'est un historien, mais c'est aussi un journaliste. Hein. Et souvent, les intellectuels, les philosophes et les historiens oublient une chose, hein, c'est qu'il s'adresse à un lecteur. Hein. Le lecteur a besoin d'être situé dans l'univers des idées aussi, pas seulement dans la... Et alors, de tous les hommes qui vous ont marqué, c'est certainement, on peut dire, votre maître, non? Oui. Alors même s'il récuserait l'étiquette, hein, parce qu'il n'entretient pas de relation de maître à disciple, mais de fait, oui, c'est ma vision du monde. Hein, alors j'ai rencontré de Benoît tardivement, hein, c'est la trentaine passée, alors que j'ai rencontré Dmitrievitch de l'âge d'homme à la vingtaine, hein, donc la quête de père, de tuteur en tout cas, et le besoin de tuteur est plus important dans l'adolescence, au sortir de l'adolescence, que dans l'âge adulte, ce qui était le cas quand j'ai rencontré de Benoît. Mais sur la vision du monde, oui, on ne peut pas faire l'économie de la nouvelle droite et de la pensée de Benoît. Je lui ai consacré un livre, hein, Alain de Benoît à l'endroit, pour reprendre le titre d'un de ses livres, hein. Ou avec un chapitre sur l'AND, la nouvelle droite, donc en l'occurrence, c'est la question du christianisme. Hein. Je pense qu'on se trompe, nous, nouvelle droite, hein, à occulter la dimension chrétienne. On ne peut pas concevoir l'Europe, qui est quand même le cœur de notre pensée, sans passer par le christianisme. Il n'y a pas d'Europe avant le christianisme. Comme civilisation, toujours. Comme civilisation. Comme transcendance. Ouais, comme civilisation, pas comme transcendance. Hein. Mais oui, il a écrit sur Jésus, qui est qui est une somme. Voilà, Onfray dit que c'est comme le Renan, hein, le Jésus de Renan. C'est 1000 pages. 1200. 1200, c'est 30 ans de travail. Hein. C'est 30 ans de lecture, 30 ans de réflexion. Une vie de Jésus, mais qui n'est pas, qui est très critique bien sûr, mais sans la âme qu'il a pu avoir du temps où il était le disciple de Rouget. Voilà, mais ça nous ramène 40 ans en arrière, là. Bon, enfin, Alain de Benoît, donc lisons-le, regardons d'ailleurs les conversations qu'il nous a accordées. Je dois en faire, il m'a promis d'en faire encore une ou deux, quelques années plus tard, presque 10 ans après la première, parce que le personnage évolue, il atteint un âge... Il a eu 80 ans l'an dernier, à la fin de l'an dernier, oui, en décembre 2023. Merveilleux personnage, d'une chaleur,
d'une élégance d'âme, hein, Élégance, d'une générosité. C'est moi, un moi, grand j'ai- aristocrate. Hein, C'est un d'ailleurs. aristocrate, Ouais. donc il est commandé par le noblesse oblige, hein. Oui. Moi, je lui dois beaucoup. J'ai voulu, à travers Alain de Benoît à l'endroit, qui est un demi-siècle d'histoire de la Nouvelle Droite, hein, lui rendre hommage parce qu'il y a une conjuration à la fois du silence et de la malveillance pour ce qui le concerne. Moi, je pense que c'est pas un des grands intellectuels français du dernier demi-siècle. Je pense que c'est le plus grand. Et j'explique pourquoi. C'est qu'à la exception faite de Michel Onfray, mais pas avec autant d'intensité. Si on prend tous nos grandes figures intellectuelles depuis 50 ans, ce sont des intellectuels individuels, hein, qui produisent une intelligence individuelle. De Benoît, Dans leur coin un peu. Dans leur coin. De Benoît a créé son Un œuvre, énorme mouvement. mais également Élément est venu après. Il y a mais d'abord également eu, Nouvelle École, Nouvelle École, qui Éléments, était la revue, la première revue la phare, Nouvelle Droite, dans Voilà. les années début de. fin des années 60. Hein. Oui. Éléments, c'est en 1973. Et Crisis, je crois que c'est en 50 ans. Et 50 Crisis est ans. venu dans les années 80. voilà, les années 80. Donc c'est à la fois un intellectuel individuel et un intellectuel collectif. Ah bah oui, Il il y a a pas fait école. Il n'y a ça, pas c'est d'équivalent. Moi, je le compare souvent à Maurras et à l'Action française, en dépit des différences doctrinales qui sont considérables. Ça va de soi, je veux dire. Hein. Mais néanmoins, la Nouvelle Droite, hein, par son inscription dans la durée, un demi-siècle d'histoire, c'est pas rien pour un courant de pensée, un demi-siècle, hein, comme l'Action française, sa capacité à attirer des intellectuels organiques, des économistes organiques, des biologistes organiques, hein, bref, une famille d'intellectuels, hein, à la structurer autour d'un noyau commun, qui est le corps doctrinal de l'AND, mais qui n'est pas une secte. Hein, la Nouvelle Droite, pardon. Oui, c'est pas une secte parce qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. frontières. Ouais. C'est une appartenance très souple, la Nouvelle Droite. Oui, oui, alors simplement, nous partageons une vision du monde commune. Résolument européenne. Européenne, différentialiste, d'abord différentialiste. Et en tous les cas, il a fait école. Il a fait école, C'est et extraordinaire. c'était pour me faire comprendre. Hein, il a fait école et c'est un courant de pensée qui est plus que jamais là, qui est vivant, qui agrège de jeunes talents, de jeunes plumes. Une de mes obsessions, c'est qu'on ne nourrisse pas sur notre flanc, comme l'Action française, hein, des dissidents, les dissidents de l'Action française. Hein. Donc j'essaie d'élargir le plus possible la rédaction d'éléments sans renoncer à notre, j'ose dire, ADN, l'expression est malencontreuse. Hein. Élément, grand succès. Combien vous tirez? C'est un énorme tirage. Le Enfin, tirage, un très gros tirage. le tirage est assez important. Ça ne va se être- dit pas. Si, bon, les C'est ventes- pourtant un éloge. si, Enfin, un éloge. Oui, oui, que je- les ventes, on tourne plus ou moins en fonction des numéros, à 10 000 exemplaires, plus 10 000, un peu plus, vendu un peu en moins. kiosque. Au kiosque, Qui il y n'était a- pas et- donné au départ. kiosque est abonné. Et surtout, c'est une revue qui est lue par un public qui est très exigeant, si je puis dire. C'est une revue intellectuelle. Elle foisonne. Euh, Terrible. Comment diriger ce. C'est pas l'échelle du nouveau conservateur, loin s'en faut. Les outils, désormais, les outils des réseaux sociaux nous permettent quand même d'aller très vite, de Paris à la France, de la France à la Suisse, à la Belgique, hein, voire à d'autres pays. Donc non, c'est assez facile. Et puis la machine est lancée depuis 50 ans. Donc l'objectif est de continuer à accompagner son développement. Un très grand succès. J'incite tout le monde à lire Éléments. D'ailleurs, je répète toujours la même chose. Si l'on veut faire quelque chose pour son pays, il faut d'abord détruire les mensonges, c'est-à-dire chercher des vérités, c'est-à-dire lire. Et lire des livres et lire des revues, principalement, ou écouter quelques émissions, notamment sur TV Liberté. On peut parler de Radio Courtoisie. Et si on veut militer ardemment, il faut les financer, au moins pour les journaux, les acheter, les lire et les faire connaître. Donc bravo pour votre réussite. Et alors au milieu de tout ça, ça vous occupe beaucoup, c'est assez remarquable d'intrépidité. À quel moment rencontrez-vous deux autres personnages qui vous marquent beaucoup, même trois? On est passé un peu vite sur le premier, parce que je l'ai connu, il ne m'a jamais beaucoup impressionné. Jean Edern. Jean Edernalier, racontez-nous. Jean Edernalier, puis Jacques Vergès, et puis ensuite, parlons un peu de quelqu'un que vous avez très bien connu et que nous pleurons tous, puisqu'il est mort récemment. Patrick Buisson. Période, Patrick Buisson, sur lesquels vous avez écrit d'ailleurs. Oui, et j'ai écrit sur les Bravo trois. livre, Sur les trois, en réalité, j'ai écrit un livre sur Jean Edern, le narcissique parfait, chez Albin Michel, dans une autre vie. Alors, je ne l'ai pas lu, mais que veut dire le narcissique parfait? Ça veut dire c'est critique quand même. Non, parce que c'est un pamphlet amoureux. Si c'est un parfait. Non, c'est un parfait qui n'est pas ironique.
Oui, oui. Non, c'était un pamphlet à certains égards, mais il était beaucoup plus amoureux que critique parce que Jean Edern était phénoménal. Je veux dire, c'était un fou d'exception. La jeune génération ne sait plus ce que ça peut être une pareille folie. Il avait fait plastiquer l'appartement de Régis Debray, la moitié de l'immeuble, rue de Seine, hein, pas très loin d'ici, dans le 6e. Hein. La moitié de l'immeuble avait été démolie. Il avait C'est rue de plastiqué. l'Odéon, non? C'était rue de Seine à l'époque, hein, en 82. Il avait jeté un cocktail Molotov dans l'appartement de Françoise Malé-Joris, qui était la présidente du jury Goncourt. Il s'est lui-même enlevé. Parce que Il a Mitterrand, organisé son propre enlèvement pendant 10 jours. Non, c'est un fils de général, un petit-fils de général. Hein, breton. et en même temps breton, avec une partie alsacienne, je crois, dans la famille. Hein, avec un château en Bretagne, et en même temps c'était un valet de comédie, c'était les fourberies de Scapin. Mitterrand a eu son Scapin, il s'appelait Jean Edernalier. Quand Hegel dit que le journal c'est la prière du matin, parce qu'au XIXe siècle, il y a l'âge d'or des journaux, de la presse, hein, de la presse papier, de la presse quotidienne ou hebdomadaire, hein, ben moi j'ai fait l'expérience, étudiant à la Sorbonne, en lettres, hein, le mercredi matin, l'achat de... L'Idiot international de Jean Edernalier, c'était la prière du matin. Il y avait une fine équipe là aussi derrière. Parce qu'il y avait une équipe, c'était l'équipe B de l'Académie française, mais une Académie française insolente, impertinente. Il y avait Marc-Édouard Nab, Masdef a dû écrire, De Benoît y a écrit. Il y avait Alain Soral, avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu. Il y avait Patrick Besson. Enfin bon, bref, c'est un journal fantastique, hein, où Jean Edern grillait tous les feux rouges, hein, à 180 à l'heure. Hein. Il était terrible, Il a été un peu fréquenté. Vous oubliez un de ses hauts faits d'armes. Je le note de façon immodeste parce que j'ai été un de ses agents. Il était furieux contre l'Euro Disneyland. Oui, bah comme la Nouvelle Droite. Hein, et je me rappelle qu'à l'époque, en 93, hein, les deux canards vraiment qui avaient le plus mitraillé les trahisons des socialistes. Hein, c'était Chirac à l'Euro Disneyland. C'était la première cohabitation entre 86 et 88. Enfin, les socialistes avaient lancé le truc. Ouais. C'était Fabius qui avait lancé. Jean Edern un pont d'or à Disney pour faire en France. Disney faisait semblant de vouloir ouvrir un Disneyland en Espagne pour faire monter les enchères. Et le gouvernement, d'abord socialiste en effet, mais Chirac avait continué, avait fait des exceptions au droit social. Ouais. Et la Nouvelle Droite et l'Idiot, qui était encore, quand ça se créait, moi je me rappelle, il y avait des papiers fantastiques, il y a eu d'avoir des coups, il y avait des dessinateurs de presse énormes. Les deux meilleurs pour moi, c'était GB, le génie de la gauche, hein, et Conque, le génie de la droite. Hein. Les deux écrivaient dans l'Idiot. C'était... quand on nous bassine avec le Canard enchaîné, qui est un journal de fonctionnaires, hein, ou de chauffeurs de bus de la RATP, avec Charlie Hebdo, qui est rien du tout, qui est le journal de Philippe Val. Hein. Mais l'Idiot était 100 fois au-dessus. Alors, je finis mon histoire parce que ce journal. Hein. Cher François, vous me coupez beaucoup. Jean Edern m'avait demandé de l'argent. J'étais alors directeur de cabinet de Philippe de Saint-Robert, dont les positions étaient nettement connues contre les facilités données à l'Euro Disneyland, notamment qui s'affranchissait justement de tout le respect de la culture et de la langue française. Il m'avait dit, mais ce qu'il faut faire, mais seulement ça coûterait trop cher, c'est acheter des clous. Vous n'avez pas un peu d'argent, me dit-il, dans votre service? Là, c'était un service pour Évidis quand même. J'étais directeur de cabinet du commissaire général de la langue française. Vous n'avez pas un peu d'argent pour acheter des clous? Il m'avait dit ça en postille. Non, je me souviens, parce qu'il était... Bon, quand il avait un peu bu, c'était un personnage... il buvait toujours. Presque encombrant, oui, c'était presque toujours le cas. Bref. Et je lui dis chiche, Jean Edern. J'ai trouvé, je vais peut-être me faire poursuivre, enfin il y a d'ailleurs prescription, on est en 86 je crois. Je suis allé voir d'autres furieux qui étaient les forains, le patron des forains, Marcel Campion, déjà à l'époque. Il était jeune, mais c'était le patron des forains. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je peux vous fournir des tonnes de clous, à condition, mais moi j'ai pas les services pour les répandre, sur la route qui allait de Paris à Marne-la-Vallée, où l'on inaugurait le lendemain, je crois, en grande pompe, alors avec tous les officiers, je crois même qu'il y avait Chirac, l'Euro Disneyland. Et dans la nuit précédente, les forains... Ah non, c'est 86 ou 87 peut-être, mais c'est pas plus. Chirac était Premier ministre.
Ça, je me souviens, j'étais encore à Matignon, enfin Matignon, oui, auprès de Philippe de Saint-Robert, Matignon, donc. Et j'avais trouvé une association, on avait maquillé une dépense, c'est absolument interdit, hein, l'association de défense de la langue française qui avait acheté mais vraiment des tombereaux de clous que Marcel Campion et ses amis forains avaient déversés sur la route pour bousiller le lendemain matin. Ça a marché d'ailleurs. Il y avait tellement de clous, d'énormes clous, que les voitures crevaient, les voitures officielles crevaient, il fallait changer les roues, etc. C'était un peu dérisoire comme résistance. Ouais, mais un peu à la Tintin ou à l'Astérix, quoi. Ouais, ou à l'agent Ederne. Hein, à l'agent Ederne. Ouais, c'est un personnage en effet charmant, mais quand même qui n'avait pas grand sérieux. C'est un bouffon. C'est difficile, le bouffon du roi. C'est très difficile. Hein. C'est ça. Mais c'est un bouffon. C'est un valet de comédie. Et à un moment donné, c'est très difficile d'assumer le statut de bouffon jusqu'au bout. Là, il ne pouvait pas tenir éternellement. On l'a tué, Jean Ederne, mais cela étant dit, c'était une équipe. Non, on l'a tué, je m'entends pas. On l'a tué métaphoriquement, hein, contrairement à ce que pensent certains proches. Hein, mais c'était une équipe de pirates, de flibustiers, de corsaires, hein, phénoménale. Voilà. On en a besoin. On en a besoin pour, à défaut de faire une révolution, d'assurer la dérision de la révolution qui n'arrive pas à devenir. Hein. Son journal, quand même, l'Idiot, pendant quelques années... Mais t'as une affection pour la dérision, c'est comme Céline, moi ça me... Mais quand même, de 89 à 93, hein, l'Idiot a tenu tant bien que mal, hein, en repoussant la périodicité de plus en plus élastique, au rythme des procès que Jean Ederne auxquels il devait faire face. Hein. Il y avait des procès considérables, et qui perdaient mécaniquement, puisqu'il recourait à une liberté de ton et de langage, hein, ordurière, très polémique, très pamphlétaire, qui le conduisait à tous les coups au tribunal. Hein. Il y a eu la loi Pleven entre-temps. Avant la loi Pleven, il n'aurait pas été condamné il a été condamné pour racisme à 2-3 reprises. Hein. Mais oui, il a été phénoménal. C'était l'époque de la première... C'est la première, rappelez-vous, Paul-Marie, c'est la première guerre du Golfe. Hein. Alors, il y a un autre personnage que vous rencontrez, chemin faisant, mais je ne sais pas où ni comment, vous allez nous le dire, c'est Jacques Vergès, et vous travaillez pour Jacques Vergès. Oui, je travaille. À quel moment ça se situe, ça? Ça doit être dans les années... Ah, mon Dieu. Alors, fin grand 90, avocat, communiste, proto-communiste. Oh, il était communiste, mais il était surtout en anard de droite. Il est surtout nationaliste. Nationaliste, oui. Au point d'avoir défendu le FLN. Voilà, c'est par nationalisme. Les Viet Minh, etc. C'est par nationalisme. Hein. D'abord nationalisme. Ce sont pour lui des guerres d'indépendance. Hein. Oui, bah, c'était un monarchiste à l'origine. Et pour les monarchistes, il faut défendre toutes les nations du monde. Les monarchistes ne sont pas colonialistes. Mais même chose pour soit un des points communs. Il était très sensible à la nouvelle droite, hein, et à la vision différentialiste que nous portons. Moi, c'est par Michel Marmin, qui est un des proches d'Alain de Benoît. Oui, puis un des rédacteurs historiques, hein, de la revue Éléments, même central, hein, avec de Benoît et Jean-Claude Vallat, puisqu'il l'a dirigé de très nombreuses années, que je rencontre Vergès. Et Vergès, oui, est fascinant. Vergès disait souvent, moi, il me disait toujours, je suis un bâtard, hein, à la fois asiatique et européen, d'origine basque, hein, né à La Réunion, mais d'origine basque. Hein. Un regard fantastique, Vergès. L'insolence rimbaldienne du regard de Vergès. Hein. Regard, il n'avait même pas à parler. Le regard de défi, au-delà du pétillant, c'était du défi. C'était un défi. Il vous défiait, j'imagine, comme Rimbaud défiait les bourgeois de Charleville-Mézières quand il avait 15 ans, et puis les poètes maudits parisiens quand il avait 18 ans. Le regard de Vergès était fascinant. L'avocat de la terreur, comme l'a dit Barbé Schroeder, hein, son bureau était une merveille, il avait des pièces, des jeux d'échecs en ivoire. Hein. Il avait un bureau massif, énorme, en bois de fer, hein, qui est un bois qui est très dur à ouvrager. Hein. Et vous recevez là en vous disant ci-devant Bousquet ou citoyen Bousquet. N'étant pas un aristocrate, je disais citoyen Bousquet, cher maître, hein, et puis la conversation s'engageait. Et oui, il était chemin faisant, comme c'était avant tout un affranchi, avant tout un profil hors norme, hors champ, hors cadre. Je disais bâtard, je suis un bâtard. Bâtard, parce que c'était cette dimension monarchique aussi. Oui. Fils d'Européens et d'Asiatiques. Hein. À l'aise avec les princes et les voyous. Et oscillant, lui, entre les princes et les voyous, ces deux vies. Le film de Barbé Schroeder, même s'il y a quelques critiques, évidemment, parce que c'est une perspective critique, c'est un film à charge, hein, néanmoins, le personnage est plus grand
que son réalisateur, hein, et le déborde de toutes parts. Hein. Donc oui, Vergès, c'était un spectacle. Hein. On avait la chance d'être au premier Comme avocat, loge. il paraît que on allait au spectacle quand on allait voir Alors moi, Vergès plaider. comme avocat, je le vois, bien sûr, il y a eu le procès Avec la Barbie. stratégie de la rupture, La stratégie de la rupture est fantastique. Hein. récusant le tribunal. On passe par-dessus le tribunal pour s'adresser à l'opinion. On récuse la légitimité du C'est tribunal. dangereux parce que ça se fait beaucoup aujourd'hui de dépasser le tribunal pour s'adresser à l'opinion. Le wokisme marche comme ça. Hein. Oui, Le mais c'était MeToo marche comme ça. sans la flamboyance de Vergès. Hein. Ah ben Alors, oui, il était, mais voilà, c'est le principe. je le redis, il était assez peu communiste, Vergès. Hein. C'était un aristocrate. Sa vision du monde était fondamentalement aristocratique, vraiment fondamentalement. Il a d'abord été, son communisme était nationaliste, comme chez les Russes. Hein. Je veux dire, l'élément étranger du nationalisme russe, c'est le Ah ben, communisme. sûr, Hein. c'est C'est sûr. l'élément parasite, pas étranger, parasite. Hein. Greffé, oui. Voilà, greffé. Raison pour laquelle je crois qu'il nous appréciait autant, nous, gens de droite, hein, et qu'il nous recevait aussi généreusement dans son hôtel particulier, qu'il louait, dans le 9e arrondissement, dans le 9e, pas loin de la place Clichy. Donc oui, c'était un personnage fascinant, Vergès, flamboyant, Et là, incandescent. Vous n'avez pas le temps d'en parler davantage. Vous éditez un de ses livres, qui est presque un livre testament, je crois. Alors malheureusement, il n'a pas fait de biographie. il n'y a pas d'autobiographie. Il y a des livres d'entretien, beaucoup. Il y a un autre livre d'ailleurs de Vergès qu'il faut lire, c'est un livre d'entretien avec un des fils de Bré, je crois que c'était Bernard de Bré, qui s'appelle Le suicide de la France. Vous voyez, c'est plus ancien que le suicide français De Zemmour, de Z. un peu. C'est un livre absolument ravageur. Le personnage était ravageur. Ouais, Il ouais. allait droit au fait. Droit au fait, avec panache. Hein. Et là encore, comme Jean Hédern, Anti-impérialiste pur sucre. à fond. C'est Américain, je veux l'ennemi américain chez Vergès. Et toujours comme Jean Hédern, du panache. Hein. Alors, deux personnages différents. Jean Hédern, c'est un valet de comédie. Et Vergès, c'est un fils de roi. Vraiment, c'est un fils. C'est un calendar. Vous lui consacrez un livre. Une très longue préface, hein. Mais sur Jean Hédern, oui, un livre. Sur Jean Hédern d'abord, en un effet. livre d'abord, et puis Jacques Vergès. C'était hein. votre premier livre, je me trompe? C'est mon premier livre, oui, exact, oui, ça va être mon premier livre, sûrement. Ouais. C'est vieux, ça nous ramène. Vos livres, vous adossez toujours à une personnalité. Souvent, ouais. C'est des rencontres. Hein. Un livre qui m'a le plus marqué de vous, je dis par parenthèse, si on veut commencer par lire vos ouvrages, il y en a de nombreux déjà. Je conseille une diatribe, un pamphlet très dur contre un des destructeurs du temps, qui est Ouais. Foucault. Michel Foucault. Putain de Saint-Foucault. Putain de Saint-Foucault, archéologie d'un fétiche, parce que c'est un fétiche. Hein. C'est l'auteur français le plus étudié dans le monde. Ah oui? C'est Ah mon Dieu. c'est assez facile désormais de pouvoir mesurer ce genre de... Parce que les moteurs de recherche nous permettent d'indexer un nom et de voir le... C'est l'auteur français, oui, qui est le plus recherché sur Internet. Hein. C'est le plus étudié par les étudiants en mémoire, en doctorat, etc., en thèse. Donc son influence est considérable. Ça déborde très très largement l'univers, le champ de la sociologie. Ça concerne l'histoire, ça concerne la déconstruction, la littérature. Hein. Donc oui, c'est une œuvre néfaste puisqu'il a renversé l'appareil normatif européen. Je n'ose dire occidental, mais en l'occurrence, c'est l'appareil normatif occidental. Hein. C'est cette fameuse French Theory qui a fleuri aux États-Unis et que nous prenons dans la figure. Oui. Voilà, renverser le jour et la nuit. Ça, je l'ai compris en vous lisant. Je n'avais pas compris ça avant. L'homme et la femme. Le genre. La norme. La destruction. La norme et la pathologie. En réalité, le livre, le cœur du livre, c'est comment les pathologies sont devenues nos normes et les normes ont été pathologisées. Donc oui, l'œuvre de Foucault dans la généalogie, la déconstruction, c'est pas qu'elle est centrale, hein, elle en est presque le dispositif premier. Quoi. Alors, pour finir, j'aimerais que nous arrêtions, et nous allons nous arrêter, sur un dernier personnage qui nous a beaucoup influencé, dont nous parlions au début de cette conversation, qui est Patrick Buisson. Voilà. Vous le rencontrez à quelle période? À l'époque où il sort Non, il est à l'Élysée quand je le rencontre. Hein. C'est-à-dire, et il sort les années érotiques. Hein. Ça doit être 2007-2008. Hein. 2008, oui. Il fait conseiller de Nicolas Sarkozy. Il travaille pour Sarkozy à l'Élysée. Et on se rencontre à ce moment-là, sans sympathiser d'ailleurs. Mais moi, je suis fasciné. Hein. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Ah, bah, c'était pas un homme sympa du tout.
Il avait son charme. Oui, mais c'est il très bien, avait- mais vous ouais. savez ce que c'est que le sympa, c'est Ouais. affreux. Non, C'est ouais, ouais, Camus non, qui dit ça. Non, Il y a rien de pire que les gens sympas. Ouais, ouais. Ça, Il est très bon Il- camarade. il échappait à cette critique. Je m'en parle au présent. Alors, bon, il était très, 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 très bon camarade. Et il jouait pas un sport personnel, il jouait un sport collectif. Donc, une fois qu'on rentrait dans son univers amical, la porte était ouverte. Mais bien, il fallait y rentrer, bien sûr, au préalable. Oui, peut-être qu'il y avait une certaine austérité, une certaine froideur, au premier abord, qui pouvait laisser à penser, mais en réalité, il a entretenu la distance pour éloigner les cons, quoi. Pour le dire rapidement. Et moi, je découvre Buisson, je l'écorne. Avant de le lire, de le découvrir, je l'écorne dans le Choc du mois, dont je m'occupe, et je m'étonne que quelqu'un qui a passé par Minute, Valeurs Actuelles, Le Crapouillot, qui a commencé avec Philippe Eduy, et qui est un lecteur de Pierre Boutang, d'Ariès, de quantité de gens que j'aime beaucoup, d'historiens que j'aime beaucoup, je m'étonne qu'il rejoigne Sarkozy. Donc je l'écorne d'abord. On s'est tous étonnés. Moi, j'ai connu Philippe de Villiers. Sarkozy, c'était pas donné. Ouais, de mémoire, moi je pense que je le flingue, Buisson, en 2005, avant de le rencontrer. Ou 2006, quand le nom commence à sortir. En gros, pendant la campagne. Mais je tombe sur Les Années érotiques, et je dois dire c'est un choc. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre. C'est un historien des mœurs exceptionnel. C'est une relecture Historien des mœurs. relecture vertigineuse de 39-45, vraiment vertigineuse. Une somme de lecture comme tous ses livres, comme La fin d'un monde, comme Décadence, D-A-N-S-E. Les deux maîtres ouvrages qui concluent son œuvre. Voilà, La cause du peuple également. Parce que Alors, c'est ça, il y a La cause du peuple en 2015 ou 2016. Voilà. Ensuite, 2 ou 3 ans La, après, il y la a fin d'un monde, d'un monde, et un puis énorme pavé, voilà, et et puis- l'an 2023, l'an dernier, au printemps, quelques mois avant sa mort, Décadence, qui est le tome 2 de La fin d'un monde et qui aborde ce que vous évoquiez et ce que nous évoquions en début d'émission, la période 1950-1960, le moment où il y a la bascule. Il y a même un renversement du monde, un renversement de l'ordre du monde, ou même du désordre du monde, pour parler comme Buisson. Donc ça, il travaille là-dessus. Et là, de nouveau, vous faites un livre sur lui, L'école buissonnière. Alors, oui, alors, on sympathise. On sympathise. Il y a l'affaire des enregistrements, où il est sali, vraiment sali, traqué par la presse. J'ai jamais autant vu qu'à ce moment-là, ouais. parce qu'il était effondré. Isolé, seul. Et nous, à l'époque, on est déjà amis, proches. Tout ce qui est dit sur lui, en parlant avec lui, je crois que j'aurais des choses à faire. 50 pages, comme pour De Benoît. C'est souvent comme ça que ça se passe. Pour De Benoît, je fais une postface à un de ses livres, et puis la postface débouche sur un livre. Et puis en parlant avec Buisson, non, il faut qu'on allume des contrefeux. Enfin, c'était absolument délirant. C'était des injures continuelles sur Buisson. Et donc il m'a donné accès à ses archives. Et puis j'ai pu faire un livre sur lui, à la fois une biographie. L'école buissonnière. La droite buissonnière. Voilà, la droite buissonnière. Pour essayer de définir sa vision du monde et qu'est-ce que c'est que on en parlait beaucoup à l'époque, cette droite orpheline à laquelle on avait mis un nom qui était la droite hors les murs. Et qui ne se retrouvait pas dans l'UMP, ce qui est devenu LLR, dans le FN qui est devenu le RN. Il n'y avait pas encore Zemmour. Zemmour, à certains égards, je dis bien à certains égards, comme il était associé à cette droite hors les murs, il y avait Villiers, Zemmour et Buisson. C'est pour la photo, parce que les journalistes ont besoin d'avoir une photo, donc il y avait les trois. Mais le vrai personnage de cette droite hors les murs, c'est Buisson. Villiers, Zemmour, beaucoup moins. Buisson, vraiment, c'est la droite hors les murs. Bref, c'est la droite légitimiste. Exactement, c'est la droite légitimiste. Assez chouane, il était un chouan. Justement, qui ne se retrouvait nulle part. Et qui, j'ai éprouvé le besoin de faire un bouquin là-dessus pour essayer d'expliquer, essayer de capter une droite qui n'était pas maurassienne, parce qu'il n'est pas exactement maurassien, Buisson, même si son père était Camelot du Roi. Il est royaliste, certes, lecteur de Maurras. Dans la pensée, dans la ligne de l'Action française, mais de l'école de l'Action française. Pas que, bien entendu. Pas que, parce que le cœur... Ariès et tout ça. Le cœur doctrinal, oui, c'est vraiment la doctrine sociale de l'Église. Et un petit reproche que j'ai pu adresser à Buisson dans ses derniers livres, La fin d'un monde et Décadence, c'est que cette doctrine sociale de l'Église, dont il était très proche, qu'il avait nourri,
tous les grands auteurs de la fin du XIXe siècle, des chrétiens, mais engagés dans la cité. Eh bien, cette doctrine sociale devenait de plus en plus une doctrine sociétale, coïncidant avec la nouvelle sociologie du christianisme. Ah, vous lui aviez adressé cette critique? Oui, oui. Oui, mais c'était son métier, les mœurs, et la société. Oui, oui, Ben oui. J'en dis ce qu'on vient pas. Simplement, il y a entre. Il insiste sur l'avortement, mais simplement, il y a une différence. la chute de la démographie, Et en ayant bien connu de la les sons- pratique religieuse. J'en conviens. Il faut comprendre que c'était son domaine. Et Mais ça pas que, ça fait pas une que. trame extraordinaire des 2 derniers ouvrages. Ah oui, mais de dont toute vous façon, parliez, très ce épais. sont. Ils sont incontournables. C'est des livres. Et la cause du peuple. Les 3, oui, pardon. La cause du peuple, elle est plus. C'est très amusant à lire, c'est une critique incroyable. Voilà, mais de l'intérieur. De l'intérieur. De l'Élysée, du temps où il était au pouvoir. Voilà, nous on est au balcon grâce à lui, et puis on Oui, voit tout. ce qui se passe à l'Élysée avec Sarkozy. Alors, on vient de le voir, vous écrivez beaucoup sur des hommes qui vous ont marqué. Vous lisez beaucoup. Mais je crois qu'il y a une œuvre en vous. Et il faut que vous la fassiez. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est formidable. Dans mon vocabulaire, c'est la permanence de l'archaïque. De l'archaïque français, de l'archaïque gaulois, de l'archaïque européen. Non pas vu en termes politiques, mais en termes sociaux ou sociétaux à la cuisson. Ouais, les mentalités. Les mentalités. Ce vieux fond que vous cernez à travers l'histoire. J'ai eu peur tout à l'heure, on m'avait dit que ça va demander trop de travail. Non. Ah non, monsieur, il faudra N'ayez le faire. pas peur, parce que sinon on ne Ouais. le fait pas. Ouais. On le fait pas. Ne vous laissez pas impressionner. Ah non, mais ouais. Faites votre œuvre. C'est très bien un élément que vous dirigez de main de maître. Ça doit déjà prendre 3 vies. Ou Non, moins mais 50 heures. on trouve toujours le temps. 50 heures par jour, On trouve toujours le temps. Je ne suis pas sûr que vous avez une énergie admirable. C'est très bien les ouvrages, non pas de circonstances, mais enfin des ouvrages qui se rapportent à des gens que c'est tout à votre honneur d'ailleurs, que vous allez défendre au fond. Ouais. C'est très bien la librairie, c'est très bien, bref, tout ce que vous faites est très bien, mais on a besoin de vous. Nous n'appartenons pas, comme je le disais dans le préambule à cette conversation, tout à fait à la même droite. La mienne est plus légitimiste, comme vous disiez, un peu plus nationale qu'européenne, sans nier que la culture européenne ou la civilisation européenne, en mettant de côté les questions des langues, qui quand même empêchent, à mon avis, de parler vraiment de civilisation européenne. Ouais. Sauf, Et la question politique aussi. Hein. En tous les cas, il le faut, à mon avis, il faut défendre l'Europe, notamment contre l'Occident, parce que je crois que l'Occident n'est pas sauvable, et à mon avis, il ne faut pas sauver l'Occident. Est-ce qu'il faut sauver l'Occident? Non, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord là-dessus. Ce sont deux choses différentes, simplement, des fois par des commodités de langage. Ouais. Et comme certaines pathologies touchent tout un espace qui excède l'espace européen, on recourt à la notion d'Occident, mais c'est pour des communautés de langage, là, en ce qui me concerne. Hein. Non, ce sont deux choses distinctes et différentes. On a toujours pris soin à Élément, et de Benoît, depuis facilement 30 à 40 ans, à bien distinguer l'un de l'autre. Hein. En tous les cas, la grande figure que vous êtes avec Alain de Benoît et quelques autres de la nouvelle droite est tout à fait indispensable, y compris pour ceux qui seraient quand même plus d'une droite chrétienne et nationale, version monarchiste comme moi. Il faut que nous marchions la main dans la main. Oui, mais c'est le cas, je crois. Notamment, c'est le cas. Merci de collaborer aux nouveaux conservateurs, merci de le vendre, merci d'être aussi chaleureux, œcuménique, parce que vous êtes très œcuménique en fait. Oui, il n'y a oui. aucun sectarisme chez vous, c'est Non, mais incroyable. il y en a pas plus. merveilleux. Mais je crois qu'il y en a. Il faudrait que vous soyez un peu plus sectaire vis-à-vis de la troisième droite, la droite américaine. Oh, non, alors non, pour le coup, là, pour le coup, comme de Benoît, vraiment pas de sectarisme, Même pas. Une nature un peu plus polémique pour ce qui me concerne, parce que je suis pas un intello, de Benoît est un intello. Ah non, pour autant, là, s'il y a un journal qui depuis 25 ans qu'il sévisse, attaque de manière construite, régulière les néocons, c'est nous. C'est bien. Le premier grand numéro sur l'Amérique monde, la culture de masse, c'est Nouvelle École. Oui. C'est Les tout ça est néocons vieux. ont des réseaux en France parmi la droite. Ouais, je sais bien, mais pas chez nous. Bon. Donc, liguons-nous. Oui, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ouais. Et faites votre œuvre. Mon cher François, je suis François Bousquet, je suis ravi de cette conversation. Vraiment, Merci ça a Paul été Marie très riche. de votre invitation. Elle a été très longue et très riche, à l'image de votre propre richesse intérieure et de celle qui va venir, car nous attendons beaucoup de vous. Merci beaucoup, C'est moi. François Bousquet. Merci Paul Marie. Ouais.